J'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Je vous ai compris. Sunny ways, my friends, sunny ways. Parce que c'est notre projet. Nothing, just an incident. La gauche caviar découvre la tête de veau. Continuer de préserver notre différence comme Québécois parlant français en Amérique. Tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Des bières et débats. Et cette semaine, on s'est dit qu'on allait faire un petit suivi sur l'actualité américaine. Parce que ça fait 3 mois déjà, 2 mois, 2-3 mois que la campagne a commencé. Enfin, que la campagne, quelque part, oui. Un peu, oui. Quelque part, le avec cœur de la campagne. Que Joe Biden a abandonné, que Trump s'est pris une balle dans l'oreille et que Kamala est devenue la candidate des démocrates. Et on s'est dit que là, c'est la semaine prochaine, c'est déjà mardi prochain l'élection. On s'est dit que juste avant, on allait faire un petit épisode, histoire de prendre nos paris, qu'on vous fasse un peu le débrief de la campagne et surtout qu'est-ce qu'on projette. Et histoire que dans 2 semaines, si on vous fait un autre épisode, on passe pour des cons parce que tout ce qu'on aura dit aura été bien évidemment faux. Donc avec voilà, grand plaisir. Je suis Astro, je vous ai lancé ce petit épisode, installez-vous confortablement. Nous, on a nos petites bières. Ouais. Et lui, c'est qui le gars à côté de moi là? Alors, je suis Pidou, vous me connaissez bien maintenant, et je suis accompagné de ma Unibrou saison libre. Donc, c'est ça, Unibrou, vous connaissez, c'est montréalais. Et donc là, on est sur une saison bière légère, c'est bizarre, il n'y a pas que c'était montréalais. Unibrou? Ouais. Non, en effet, parce que ça vient de Chambly. Donc, tu vois, ça n'a rien à voir. Les puristes qui se tirent les cheveux de gens. T'aurais pu le savoir avec la Blanche de Chambly. Oui. Que probablement, comme que c'est Unibrou fait. C'est... Oui. Non, mais moins, ils avaient une brasserie à Chambly. C'est ça. Attendez, le petit moment ASMR. Et on peut commencer le podcast. Et voilà. Sur mon tapis, je te bute. Voilà, ça va être à la fin de l'année, il faudra une compilation de toutes les fois où j'en ai renversé sur ton canapé. Donc c'est ça. Donc est-ce que t'as... je vais te laisser servir ton verre. Donc petit état des lieux actuel. Donc vous n'êtes pas sans savoir que donc il y aura une élection américaine, que le monde se passionne un peu trop pour cette élection à mon goût, je trouve, parce qu'en vrai, ça reste un pays, qui a l'arme nucléaire, mais calmos, quoi. T'as un article de journal à recommander à ce sujet-là ? Je vous mettrai en description un article de journal où vraiment la moitié de la planète est allée voter. C'est un pays qui a l'arme nucléaire et on en a eu rien à foutre qu'ils aient réélu un dictateur. Mais bon, c'est pas grave. Je parle de l'Inde si jamais. Donc voilà. Santé. Inde qui a d'ailleurs une situation géopolitique très intéressante. Et j'ai un ami qui nous vient d'Inde qui pourrait d'ailleurs nous en débriefer. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à l'indiquer dans les commentaires. C'est un pays dont on ne parle malheureusement pas assez. C'est pourtant le pays le plus peuplé de la Terre. Voilà. Qui a plus de 25 langues à l'intérieur de son pays. 25. Et un nombre de religions incroyable. Et pourtant, on ne fait comme s'il n'existait pas. Donc première industrie du cinéma au monde. Oui. Hollywood, c'est eux qui produisent le plus de films au monde. Donc, les iPhones sont plus confectionné en Chine, mais en Inde. Oui, en Inde aussi. Enfin voilà. Non, puis ils tuent peut-être des citoyens à l'autre bout du monde. On a changé de... Bon, bref, on vous fera peut-être un épisode sur l'Inde, parce que la géopolitique de l'Inde, c'est une dinguerie, comment personne n'en parle. Enfin, on en parle très peu et très mal, surtout. Donc on va s'insérer dans cette faille, on va en parler très peu et très mal. Mais peut-être à la veille, donc là on tourne le lendemain que Trump a rempli le Madison Square Garden à New York et que Kamala est allée faire du porte-à-porte pour se différencier. À Philadelphie. Donc voilà, qu'est-ce que t'en as pensé de cette campagne au global peut-être Je sais pas, qu'est-ce qui t'intéresse, qu'est-ce que t'as retenu? Moi, vous me connaissez, tu me connais, je suis droite, donc évidemment j'adore Trump. Non. Non, bien évidemment. Aujourd'hui même t'es à droite. Enfin, je sais pas. Ouais, même en étant conservateur, mais il y a pas mal de républicains, de gens de droite, de conservateurs, même qui disent qu'ils supportent pas Trump et que. Mais c'est pareil pour Kamala. Voilà. Il y a beaucoup de gens, parce qu'elle est californienne notamment, et que la Californie est un État à part dans les États-Unis. Ils disent beaucoup que c'est pas une bonne personne pour le Parti démocrate. C'est ça. Mais bon, ils ont choisi un système bipartisan, ils vont l'assumer et ils sont bloqués avec ça. Mais c'est vrai que moi, évidemment, je me suis beaucoup plus attelé à Trump cette fois parce que c'est vrai qu'en 2016, alors la politique américaine, c'était pas du tout mon intérêt. C'était arrivé au Canada mon intérêt. Donc je suis arrivé, on m'a dit il y a Trump qui est élu. Je fais ok. Ah oui, c'est vrai, t'es arrivé cette année-là, toi. C'est ça. Puis vraiment, je m'en foutais complètement. J'avais vite fait entendu parler d'Hillary Clinton parce que femme 2, mais c'est tout, quoi. Vraiment, j'avais un niveau de non-intérêt incroyable. 2020 m'a intéressé parce que c'était quand même assez rocambolesque. On s'est fait chier. Jusqu'au 6 janvier, on s'est fait chier.
Non, parce que tu vois, il était malade. Je sais pas, il y avait un côté, tu vois. Ouais, mais il n'y avait pas de grands discours. Tous les trucs étaient à l'intérieur. Biden a réussi très bien sa campagne depuis sa maison. Voilà. Puis je le connais. Work from home, là, le télétravail. Ça paye. Hein. Président des États-Unis. Faut dire ça à nos boss. Non, on va pas retourner au boulot. Regarde, on peut être président des États-Unis. Biden, il a gagné depuis sa chambre, je peux le faire aussi. Voilà. Entre deux parties de Fortnite. Mais. Tiens, d'ailleurs, t'as vu que Kamala Harris, le Parti démocrate, a publié une carte sur Fortnite, parce que tu peux mapper maintenant sur Fortnite. Une carte pour aller inciter les jeunes à aller voter. Ouais, mais c'est pas nouveau. Il y avait déjà sur Animal Crossing, ils avaient créé un monde Kamala Biden, enfin Biden Kamala pour la première élection. Ah ouais. Ouais, c'est la politique des jeux vidéo. Ah bah non, je l'ai jamais publié, mais je voulais aborder ce sujet un petit peu plus. Ah oui, tu m'en avais parlé. Ouais. J'avais fait ça pour un cours, mais donc tout ça pour dire que je me suis beaucoup attelé à Trump, très intéressant. Très intéressant. Sociologiquement parlant, très intéressant, oui. Mais c'est fou. J'ai regardé, je pense, peut-être un rallye sur 3 ou sur 4. T'es chaud de regarder les rallyes, parce que pour moi, les rallyes, c'est vraiment un mec en maison de retraite, quoi, à qui on a donné un micro. Non, parce que oui, mais déjà, c'est ce qui. Moi, j'ai grandi avec des vieux, donc déjà, je connais très bien. Oui. Mais c'est pas un gars qui va te raconter un discours. C'est un gars qui va dériver d'histoire en histoire, d'anecdote en anecdote. Moi, c'est ce que je déteste quand il n'y a pas de fil conducteur. Mais n'importe qui, même dans la vie personnelle, quand il y a des gens juste, il n'y a pas de fil conducteur, c'est d'un coup, il y a une lumière qui s'allume dans sa tête, il dit au fait, les portoricains, hein? Ouais. Bah raconte un petit peu, peut-être, parce que moi, j'ai pas trop suivi ce qui s'est passé hier soir. J'ai vu que ça avait fait beaucoup parler, mais j'ai pas encore regardé ce qui a fait beaucoup parler. Le Porto Rico, ça reste c'est un État des États-Unis, mais c'est pas vraiment un État des États-Unis, c'est une colonie. C'est vraiment une colonie, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont été envahis par les Américains, mais qui n'ont pas le droit de vote. Mais ils payent des impôts, ils payent tout aux États-Unis. Mais ça fait pas partie des 52 États, right? Ça n'a pas le statut d'État, donc ça n'a pas de grands électeurs, ça n'a pas de représentants au Sénat, ça n'a pas de représentants au Congrès non plus. Et t'as l'île de Guam aussi, qui est dans le même statut, etc. Et donc il y a un humoriste qui est arrivé sur scène là au Madison Square Garden et qui a dit les portoricains, ces animaux sales, un truc comme ça, en faisant une vanne. Ouais. Sauf que c'est un sujet quand même sensible parce que de base, tu insultes pas les gens. Tu insultes pas les gens comme ça. Et en plus, il y a tout le problème qu'ils peuvent pas voter, quoi. Ouais. Là où c'est vachement ironique, c'est que ces gens-là ne peuvent pas voter. Alors, c'est vraiment les États-Unis qui reproduisent l'histoire. C'est-à-dire que les États-Unis, parce qu'ils ne pouvaient pas avoir de représentation au Parlement anglais, les colonies anglaises se sont révoltées. Et elles ont décidé d'avoir leur propre système. Et aujourd'hui, elles imposent ça à d'autres États qui sont... Et alors, l'ironie de l'ironie, c'est que par exemple, l'île de Guam, les seuls habitants, oui, tu as les militaires sur place, les autochtones qui étaient là avant. Ah oui. Et aussi les militaires. Donc ce sont des vétérans qui vivent là-bas et qui ne peuvent pas voter. Ça, c'est fantastique aussi. Ah, même si tu résides à Guam, tu peux pas... si tu es résident de Guam officiellement, tu n'as pas de représentation. Ah oui, ok, oui. Tu payes juste tes impôts. Donc donc voilà. Ok, mais donc c'est ça, ouais. Moi, je l'ai beaucoup suivi et puis là, on va suivre ces derniers rallyes avec ma copine parce que ça devient une joke, tu vois ce que je veux dire? Genre, tu peux te faire un bingo. T'as Illegal Aliens, Mental Institutes, they're coming from Venezuela and Congo. Et c'est vraiment, t'as des trucs qui reviennent comme ça et c'est assez intéressant parce qu'à la fin, tu comprends que c'est l'essence même de la politique, cet homme-là. C'est pas des talking points. C'est pas, en fait, beaucoup ont dit qu'il est disruptif. C'était le nouveau mot. Il est disruptif. Il innove dans la politique. En fait, on dit ça un peu de tout et n'importe quoi. Macron est disruptif parce qu'il arrive et il change tout. Puis à la fin, il a des points de presse comme tout le monde. Il a des talking points comme tout le monde. Il a des éléments de langage comme tout le monde. Il a de la com comme tout le monde. Bon, voilà. Ouais. Et donc, t'as un Trump qui arrive, qui fait l'exact inverse. Qui arrive, il a pareil que Macron à la limite, aucune fiche, aucun truc. Il arrive, poup, il parle, bip, 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 il fait des petits bruits comme ça. Et il parle de vécu, qui est pas du tout le sien, rien à voir. Mais il parle de vécu. Il dit voilà, regardez, il y a machin, voilà, ils égorgent des gens dans la rue, puis voilà. Ah non, mais il exagère tout. Moi, le truc, c'est que ça paraît vrai. Oui, mais moi, ce que je trouve fou, c'est que pour de vrai, il peut dire n'importe quoi aujourd'hui. Ouais. Il va être contredit par tout le monde. Genre le truc il mange des chats et des chiens. Exact. Les Haïtiens, voilà, pardon, c'est ça que je voulais dire, pas égorger. Des chiens à Springfield. Voilà. Déjà, c'est fou d'avoir cité Springfield. Moi, je pense qu'il a vu un épisode des Simpsons avant et qu'il a dit cette ville au hasard. Mais que les gens sur place, la police sur place,
le représentant de l'État, alors je sais plus si c'est le sénateur de l'État ou le gars qui représente au Congrès, ou enfin qui est républicain, a dit non, c'est faux. Tout le monde a dit que c'était faux. Et pourtant, Trump a juste arrêté d'en parler. Et son vice-président a continué plus ou moins parce que c'était lui qui avait lancé cette news-là. Mais ça sert à rien en plus de dire c'est faux. À continuer ce truc-là. Parce qu'il s'adresse pas aux gens de Springfield pour les sauver d'un problème. Il s'adresse à des gens qui n'ont jamais connu l'État en question. Ils savent même pas que c'est américain sûrement. Et l'info est déjà... The cat is out of the bag. Tu vois, c'est déjà... Il y a des illegal aliens qui mangent des chiens et des chats. En fait, my God! Comment tu peux croire à cette info si tout autour te dit que c'est faux, quoi? Parce que tu crois pas ce qu'il y a tout autour. En fait, pour toi, tout ce qu'il y a autour, c'est déjà faux. T'as tellement dans la matrice. Bah pour eux, en fait, c'est vraiment c'est le red pill. Ouais. C'est l'idée de se dire que non, je ne vais plus manger la soupe que vous me versez. Maintenant, je crois en un gars. Il a beau être controversé. Ben oui, mais il est controversé par qui? Par le mainstream média. Oui, mais il a bouffé à la même soupe que tous ces gens-là. Mais c'est pas important. Le gars était démocrate même avant. Enfin, on en est à un point de non, mais moi, incroyable. c'est une anecdote que j'ai l'impression que personne ne ressort jamais. Sa fille est meilleure amie, enfin était meilleure amie, je sais pas si elles le sont toujours, mais elles étaient meilleures amies avec la fille de Clinton. Oui. Elles sont allées dans les mêmes écoles, elles sont allées dans les mêmes trucs, elles étaient là à leur mariage, ils étaient très entrebriqués. Et d'ailleurs, je crois que la dernière fois, si je dis pas de bêtises, c'est à vérifier, mais la dernière fois que Trump et Hillary se sont vus avant la campagne de 2016, c'était au mariage de Chelsea Clinton, où il était invité avec sa fille, etc. Et un peu invité d'honneur, quoi, parce que c'est la famille proche, quoi. Ils étaient à la même table. Tu fais, mais comment ces gens peuvent croire que ce mec-là est anti-système? Parce qu'il le représente. Non, mais il a été au pouvoir 4 ans, rien n'a bougé en termes de système actuel. Ah, mais non. De vrai. Il y a pas eu de... C'est le mec in charge, genre c'est le gars qui était on top, genre je suis en mode comment tu peux te dire qu'il va changer les choses? Alors il y en a qui te disent oui mais regarde, Epstein c'est arrivé pendant, parce qu'ils font les liens de toutes les théories. Epstein est arrivé pendant. Je suis en mode oui mais même à ça veut dire que... Et puis il était sur la liste donc c'est pas comme si... Même si on y croit à tout ça, même si on va dire c'est les Clinton qui l'ont vraiment tué etc. en prison, il a été impuissant. Donc même s'il est en top, même s'il fait des trucs, il est nul à chier. Quand on va au bout de ta théorie du complot de merde, ça ne mène à rien. Enfin, je sais pas. Moi, je trouve qu'il a été mauvais pas dans tout. Le seul truc où il était un peu bon, c'est l'économie durant son premier bilan, parce qu'il a apporté. À une époque où l'économie mondiale était à son top. Hein. Oui, faut mais pas l'oublier. Il a amené une énorme confiance des marchés financiers avec lui. Les gens avaient confiance de ça. Comme Macron. Hein. Mais comme il mettait des taux d'imposition de bâtard, les matières premières ont coûté plus cher de base durant son mandat. C'est les droits d'importation qui ont monté, pas tellement les taux d'imposition. Quand il faisait rentrer les... Ça, c'est les droits d'importation. Oui, bah voilà. Les tarifs. Oui, voilà. C'est ça. C'est ça qui a augmenté. Ce qui fait que les gens ont payé plus cher certaines matières premières. L'aluminium. Le bois. Etc. Donc, t'es en mode... le coût de la vie des gens n'était pas forcément moins cher, quoi. Et en plus... Moi, c'est ça qui m'énerve, c'est que les gens ils disent oui, mais regarde, il n'y avait pas de guerre sous lui. Je suis en mode alors déjà, le Donbass, il a vendu des armes. Au-delà de pas de guerre, il a résolu des guerres. Et laquelle ? Alors, ce qui est dit. Alors là, je ne fais que relayer du message républicain. Je ne crois pas à ça. Mais donc. Le truc qu'ils avancent, alors là je peux vous citer plein d'influenceurs d'extrême droite américaine, mais notamment Ben Shapiro, Trump lui-même, J.D. Vance, etc. C'est vraiment l'idée que il a résolu ISIS. Il a vaincu ISIS en quelques mois. Ça c'est la nouvelle propagande qui sort depuis à peu près un mois. Il bombarde là-dessus. Qu'en gros il est arrivé, il l'a redit dans le podcast de Joe Rogan, il est arrivé sur place. C'est pas lui. Et on lui a dit... Ça va prendre, on nous a dit que ça prendrait des années. Monsieur le Président, on peut vous proposer un plan où on le résout en 5 mois. Il a dit, mais pourquoi on le fait pas ce plan? On le fait. Allez, c'est parti. Et voilà, il a résolu le plan. C'est pas lui. Parce que oui, mais c'est lui qui a appuyé sur le bouton, alors que le bouton, il était dispo depuis... Ça, encore une fois, je relaye. Oui, c'est pas ma pensée. Mais même à ça, toute le... Et puis ici, c'est pas vaincu non plus. Hein. Faut arrêter de se fermer les yeux. Mais tout le processus de faire ça... Oui, vas-y. Quand je dis il n'est pas vaincu, attention... Donc ISIS Daesh, parce qu'en français je n'aime pas appeler ça État islamique. État islamique, c'est justifier la présence de l'État. Voilà. Donc Daesh est notamment présent par le blé, le sucre et l'eau au Moyen-Orient. Et en fait, pas mal de tout ce qui est exporté du Moyen-Orient, qui contient du sucre ou du blé venant de là, finance directement Daesh.
Cool. Et aujourd'hui, Daesh se finance moins de la drogue, des armes, tu sais, les fameux trucs genre, t'as du sang sur les mains de Daesh si jamais tu consommes un joint de cannabis. En réalité, si ça, tu c'est prends... Bruno Retailleau, ça, mais Voilà, exactement. Si tu prends des petits lus, mettons, mais bon, les petits lus sont pas concernés, mais tu prends des petits lus qui proviennent de blé, par exemple, de régions, donc plus du... trop traçabilité du truc, eh bien, tu finances Daesh à ce niveau-là. Et en fait, une grosse partie du cours du blé international est contrôlée par Daesh. Cool. Et aussi du sucre et la plupart des épices qu'il y a dans le... Donc là, on est plutôt sur l'Orient vraiment de l'Est. Tout ce qui est le safran, tout ce qui est des trucs un petit peu comme ça. C'est en grande partie contrôlé par Daesh. Donc Daesh, c'est institutionnalisé et c'est la plupart du temps ce que font les mafias. D'abord, elles arrivent, elles tirent partout, elles sont tabassées par les pouvoirs publics qui n'aiment pas ça et donc du coup, elles se calment, elles rentrent dans l'économie, elles font partie d'un système. Et voilà. Mais... Et au final, elles sont beaucoup plus insidieuses et beaucoup plus puissantes parce qu'elles contrôlent des cours au lieu de contrôler des secteurs. Voilà. Donc Daesh n'est absolument pas mort. Daesh peut revenir à n'importe quel moment, mais ils ont compris qu'ils peut-être même plus fort du coup. Ah oui, mais ils font plus d'argent maintenant qu'ils n'en faisaient pendant la guerre. Non, mais c'est surtout que la prise de décision, c'est les... Voilà, regardez le bureau des légendes. On est plus proche de la réalité de comment on traque des terroristes pour de vrai que comment ça se passe, même si c'est une série, etc. Mais tu comprends mieux que, en fait, il arrive à un moment T où, entre guillemets, il a de la chance parce que les renseignements sur le terrain concordent et il fait qu'il peut appuyer sur le bouton. Mais en gros, et c'est des gens qui lui présentent des plans. Et je l'avais déjà dit dans un ancien podcast, mais c'est vraiment, on lui présente 3 options au président des États-Unis. L'option c'est ça, le 2 c'est ça, 3 c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? Et généralement, il y a une des 3 options qui est de la merde de base. C'est-à-dire que les mecs en face poussent un peu aussi pour avoir leurs options, tu vois, en fonction de leurs intérêts personnels et de leurs trucs, etc. Donc, c'est un jeu de pouvoir. Donc, Trump, même quand on dit ça, ça n'a pas... Enfin, je veux dire, c'est comme Barack Obama. Barack Obama a eu de la chance, entre guillemets, même si on peut légitimement se poser la question de est-ce qu'il n'a pas attendu le bon moment aussi pour l'abattre, politiquement parlant, même si ça a été plus ou moins un fiasco quand même, parce qu'ils ont perdu un hélicoptère sur 2. Mais tu vois que Bush, s'il avait pu le ramener, il l'aurait ramené. Tu parles de Ben Laden. C'est sûr qu'il l'aurait ramené en temps et en heure. Il n'avait aucun intérêt à le donner à Obama. Donc, c'est d'une débilité profonde. Et par exemple, je vais donner un exemple concret qu'aujourd'hui on le sait. La crise des gars, des diplomates en Iran, en 1979. Donc pour la petite histoire, je ne sais pas si vous savez, mais en 1979, avant ça, l'Iran était très ami avec les États-Unis. C'est dur à croire, mais c'est le cas. Et en fait, ils avaient un pouvoir politique très proche. Et en fait, le mec s'est fait dégager. Avant la Révolution. Avant la Révolution. Il y a eu la Révolution donc islamique dans le sens qu'elle a été menée par des gens au nom de la religion. Et ils ont dégagé donc le gars qui était en place. Et le peuple a décidé de s'en prendre à la personne qui finançait donc ce gars-là avant, qu'on appelait le Shah d'Iran, les États-Unis. Et donc ils ont pris en otage les diplomates qui étaient sur place. Pour la petite histoire, c'est des Canadiens qui sont allés se faire passer pour genre je sais plus quoi, ils sont infiltrés et ils ont extradé les... Des journalistes, non Non, des cinéastes. Oui, c'est ça. Ils allaient tourner un Star Wars-like en Iran. Et ils les ont extradés, ils ont réussi comme ça. Mais il faut savoir que toute cette opération, elle a mis des mois à se mettre en place. Et le président en place, c'était Carter. Il faut savoir que le directeur de la CIA, il n'aimait absolument pas Carter, il pouvait plus le blairer. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Toutes les informations, il a tout fait pour stall un maximum, retenir un maximum les informations, pour ne pas que les otages soient libérés avant avant l'élection présidentielle. Et comme par hasard, vraiment comme par hasard, le président Reagan est entré en poste le 20 janvier. Le 22 janvier, les otages étaient libérés. Est-ce que vous pouvez raisonnablement penser que Reagan, en 2 jours, a résolu une crise à l'autre bout du monde, alors qu'il n'avait pas d'informations, etc., alors qu'il faut former des hommes, former du terrain, etc. Non. Donc, Trump qui tue à Baghdadi, le gars d'ISIS, c'est très proche de ça. La réalité, c'est qu'il n'a pas un impact fondamental. Il peut accélérer les choses à la rigueur, mais il ne peut pas les rendre plus que ça. Le seul truc où ils ont un vrai pouvoir, c'est le move qu'il a fait pour dire je vais rencontrer Kim Jong-un. Ouais, ça, il en a parlé beaucoup là dans le... Ça, pour le coup, oui. Ça, pour le coup, il a fait un truc qui était quand même assez inattendu et qui avait un vrai espoir de paix, pour le coup. Échec complet par la suite, puisqu'aujourd'hui, on est plus au bord de la guerre que depuis. Mais moi, c'est ça que je me demande. C'est, tu vois, lui, son idée de la... C'est vraiment une théorie en relations internationales, là, pour le coup. Le peace by strength, donc la paix par la force, donc l'imposition de la paix, finalement, des États-Unis comme gendarme du monde.
qui, en même temps, se contredit avec sa politique non interventionniste. Il ne veut pas envoyer de gars en Ukraine, pour reprendre la phrase de Macron. Il ne veut pas être sur des théâtres d'opérations qui ne sont pas les siens, et il veut arrêter la guerre juste en imposant, tout en étant en mode « je n'y vais pas ». Donc moi, j'ai du mal à comprendre, à part l'arme nucléaire, comment tu peux faire en sorte d'impressionner ton ennemi tout en disant que t'enverras jamais personne. Mais c'est la Mad Men Theory, ça. Il a rien inventé. En plus, il l'a copié à... C'était Nixon qui l'avait, qui était de dire, en fait, de passer pour un mec tellement irrationnel permanence que du coup, quand tu dis un truc, on est obligé de te prendre au sérieux ou on est obligé de penser que tu vas faire l'inverse. C'est-à-dire que tu dis... par exemple, quand il dit « Moi, si j'étais président de l'Iran, on l'aurait déjà démembré », tu te dis « Ah en fait, c'est possible parce qu'il est tellement fou qu'un matin, il peut se lever et faire ça. » Oui, mais on est d'accord que ça marche une fois, ce truc-là. C'est Pierre et le loup. Oui, ça marche tant que t'arrives, c'est comme Poutine, ça marche tant que t'arrives à faire Sauf la que Poutine, il se pète les dents sur le front actuellement. Oui, il l'a fait pour de vrai, parce que quand il dit en 2008, l'Ukraine aura des problèmes, je vous le dis, si elle veut rentrer dans l'OTAN. C'est ça. Bon, il a tenu parole, qu'on soit d'accord ou pas avec ce geste-là. Mais c'est tout, sauf que les États-Unis, ils ont cette aura militaire qu'aucun autre pays n'a. Parce que même s'ils se prennent des branlées monumentales... À chaque fois... Ils s'en ont pris 2 monumentales, mais c'est quand même des sacrées branlées monumentales. C'est surtout le Vietnam et l'Afghanistan. Les autres, en vrai, l'Irak, 7 jours, ils ont plié la 4e armée du monde, soi-disant. Bon, elle était très mal entraînée. Non, ils sont pas dégueux en termes d'armement. Tout l'armement qu'utilise Israël actuellement, c'est de l'armement plus ou moins développé de manière... L'Ukraine aussi, américaine. Oui, l'Ukraine aussi. Mais d'ailleurs, tu vois, le système Patriot, c'est une tuerie, ce truc-là, en vrai. Tu vois, donc... Non, et puis il y a une raison pour laquelle ils ont 12 porte-avions et que quand ils arrivent, en même temps, ils mettent plus plus d'argent là-dedans que dans la santé. Pardon, la santé et l'éducation cumulées. Donc c'est pas très dur. Donc non, en vrai, moi je suis un peu en mode oui, ils ont une certaine aura, ça peut fonctionner. Mais au bout d'un moment, pour que ça fonctionne, il faut quand même que tu fasses des actes. Parce que si tu fais rien en permanence, on te prendra plus au sérieux. Et Obama, on le prenait au sérieux parce que oui, il envoyait beaucoup de drones, il a fait beaucoup de frappes, etc. Donc tu te dis, il y a une possibilité que ça existe. Trump, il a fait un truc qui était assez fou. Je sais plus dans quel pays exactement, c'était la Syrie ou je sais plus quand, durant son mandat. Les missiles ? Il a lâché une bombe qui est l'avant-dernière bombe ou la dernière bombe avant l'arme nucléaire en termes de puissance de détonation. Après, tu rentres dans la phase nucléaire. Et il n'y a aucun président qui l'avait utilisé. Donc on se dit, il n'est pas guerrier, il n'a pas fait la guerre. Le mec est allé plus loin que n'importe quel président américain depuis Truman, président du coup pendant la guerre pendant la Seconde Guerre mondiale avec l'arme nucléaire. Il a utilisé le plus gros armement disponible. Tu fais frérot, arrête de dire que c'est un président pacifique comme tous les présidents américains. Il te fait croire qu'il fait la paix mais il fait la guerre en permanence. Les gens qui disent Obama il est cool, il a pas fait la guerre. Tous les gens qui suivent la politique américaine n'ont jamais dit qu'Obama c'était pas un immense c'est un immense scam qu'il ait eu le prix Nobel de la paix. Il y a aucun gars qui a jamais dit qui connaît il était juste nommé, il a pas reçu. Il l'a gagné. Il y a aucun mec qui a dit non mais à ce moment-là donner à Bush pareil. Je veux dire le mec il a bombardé tout l'Afghanistan pendant des jours. Obama on lui donne le prix Nobel de la paix. Oui, bon, arrête. Mais il a quand même été très bon là ces derniers jours là, je t'avoue sur ce domaine-là. Puis tu regardes un petit peu au niveau des médias américains, c'est très repris là, cette histoire de peaceful, de vraiment de peace by strength. Là, un deuxième où il a été très fort. Et là, tu as même pas besoin d'un mandat pour le prouver. C'est son combat anti-woke, son combat anti-théorie du genre, son combat la théorie du genre, c'est vraiment là où il attaque le plus. C'est-à-dire que vraiment, il va dire que les illegal aliens viennent faire des sex change dans les prisons aux États-Unis. On en est à un niveau d'illusion qui était pourquoi incroyable. Il fait ça en vrai? T'imagines, tu te dis, je vais immigrer illégalement aux États-Unis pour sex change, oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent des sex change apparemment. A priori. Mais aucun Américain ne le voudrait, du coup. Voilà. C'est que les étrangers. Non, mais quand bien même, il est aussi contre le fait qu'on donne des sex change aux prisonniers de manière générale. Ce qui n'est pas le cas, je rassure, ça n'existe pas. Mais dans son monde à lui, c'est un cas comme ça. Et c'est vrai que là-dessus, ça a réussi à choper la plupart du vote des jeunes, en fait. Les votes des jeunes sont MAGA. C'est-à-dire que vraiment, les gars, ils ont 25 ans, mais ils veulent Make America Great Again. Ils ont réussi à avoir ce sentiment de nostalgie qu'on retrouve aussi en France, d'ailleurs, avec Jordan Bardella. Ça m'étonne pas, parce que j'ai un peu réfléchi à ça dans ma tête. Et je me suis dit pourquoi. Mais c'est parce que en vrai de vrai, je pense que
là, c'est un peu méta et philo, mais je pense que l'individualisme a atteint une certaine limite. Et qu'en fait, on a beaucoup... Tu sais, l'augmentation beaucoup qu'on a vu de la santé mentale, de la dégradation de la santé mentale chez les jeunes, ce combat-là qui revient, c'est que c'est pas une perte des valeurs, mais c'est que je pense que c'est un tout global où il y a un peu une difficulté de se projeter dans l'avenir, qui fait qu'on est une des rares générations à avoir un certain confort, mais une incapacité à se dire demain sera mieux qu'hier. Malgré que fondamentalement c'est mieux. Parce que déjà, quand tu grandis avec l'idée du terrorisme global, que c'est ça ta guerre, malgré tout, c'est-à-dire que chez toi, t'es plus en sécurité. Alors que ces gamins ont même pas vécu le 11 septembre, pour certains. Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est ça qu'on leur vend aussi. Mais globalement aussi, quand tu te dis que... Et que les plus gros terroristes, ils sont des gars qui ont des guns et qui déraillent complètement aux États-Unis. Ah oui, ils ont pas eu... C'est des gars, c'est leurs voisins, leurs vrais voisins pour le coup. Mais ce que je veux dire, c'est que quand t'as ça... Quand ta perspective financière, là, on frôle soi-disant encore la 3e crise mondiale en l'espace de 20 ans, sachant que 2008, aux États-Unis, ça les a tapés sévères. Quand tu as la possibilité d'une guerre mondiale, ou en tout cas l'ambiance qui s'en dégage, ou en tout cas une guerre froide, une vraie guerre froide, comme on en avait dans les années 70, tu fais bof. Et d'ailleurs, dans les années 70, il y avait, par exemple aux États-Unis, il y avait tout le mouvement hippie. En réponse à se dire que le monde allait cramer du jour au lendemain. Oui, mais qui était de gauche. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que pas un mouvement de droite, jeune, réactionnaire. Il y avait les autres en face, les républicains, ils n'étaient pas rigolos non plus. Oui, mais c'était des vieux. Le non, vote ils jeune. étaient jeunes. Non, mais le vote jeune révolutionnaire a toujours été de gauche. Tu vois même les défilés de flammes dans les années 30 ou quoi que ce soit, qui sont vraiment les derniers gros mouvements de droite finalement. Tu sais, les défilés de flammes, là, je sais plus comment on appelait ça en France, en Allemagne, un petit peu partout. C'est pas le Ku Klux Klan, mais genre. Voilà, exact. Non, mais c'est vraiment. C'est pas mais c'est presque. Qui était pro-nazi, etc. Même aux États-Unis, il y avait beaucoup de pro-nazis, même après la Seconde Guerre mondiale. Oui, ça, un jour, les gens découvriront que les Américains étaient assez pro-nazis en vrai. En termes de population, c'était la plus grande population nazie, post-Seconde Guerre mondiale. C'est incroyable. T'avais littéralement des partis politiques nazis aux États-Unis. Il y en avait plein. En fait, toute la rhétorique que Trump a de dire je veux faire la paix avec Poutine. Il y avait toute une classe américaine qui était très proche de ça. Et d'ailleurs, ils avaient même envoyé des espions dans toute l'Europe avant la Seconde Guerre mondiale pour savoir s'il y avait un affrontement, qui c'est qui était le plus à même de gagner. Est-ce que c'est les communistes? Est-ce que c'est les nazis? Est-ce que c'est la droite française? Enfin, tu sais, quel mouvement prendra le truc? Ils en avaient déduit que c'était les nazis. Et ils avaient raison. Et du coup, ils se sont dit, on va se détacher. C'est là où leur politique, en partie, une des raisons de laquelle ils se sont un peu détachés de la politique européenne, c'est parce qu'ils savaient que ça allait dérailler plus ou moins, et qu'ils se diraient, on pourrait peut-être négocier avec eux en se basant séparément. Mais oui, il y avait une grande propension. Ils étaient pas d'accord, mais c'était un peu en mode bon. Et c'est vrai que tu vois, moi je regarde un petit peu au Canada, c'est vrai qu'aujourd'hui, ne serait-ce que dans les politiques à l'embauche, aujourd'hui tu peux être embauché parce que tu es un handicapé homosexuel par exemple, tu vois, ça fait partie des critères que tu dois cocher si c'est le cas. Je veux dire, tu prends un avis fédéral aujourd'hui, tu as le truc. Et est-ce que tu es vraiment engagé à la suite? Enfin, ce que je veux dire, parce que moi j'ai pas de chiffres, c'est pour ça que je pose la question. Dans le sens que, est-ce que quelqu'un qui serait moins compétent... Actuellement, tu as des job listings qui sont limités. Là, actuellement, je peux pas te citer exactement parce que je veux pas disclose le truc en question, mais je pourrais te le dire en off, mais vous pouvez checker. Et là, vraiment, c'est de la vraie news. Il y a un job listing que j'ai vu qui est limité à si tu es handicapé ou handicapé et LGBT. Et t'es en mode, mais en fait, moi, jamais je voudrais séparer les gens par rapport à ça. Moi, je trouve ça lunaire de dire, on va catégoriser une personne selon son orientation sexuelle. Je trouve ça terrible. Oui, non, moi, non pas parce que ça me touche, mais parce que je veux pas qu'on mette des étiquettes sur les gens. Je trouve que c'est une porte ouverte à beaucoup de dérives très négatives. Surtout quand on sait que de l'autre côté du spectre, les gars, ils sont en mode, oui, prenez les étiquettes, y a pas de problème, on va s'en occuper juste après. Mais tout ça pour dire qu'en très peu de temps, on est passé d'un monde que nous, on connaissait à un monde où on va te demander tes pronoms de plus en plus, finalement. Tu sais, aujourd'hui, tu les mets dans tes mails. Mais moi, voilà. Et donc, il y a eu un shift très rapide que notre génération a vu, où on ne posait pas la question du genre. Moi, je pense que ça va perdurer. Parce que toutes ces avancées choquent au début et après restent. Mais c'est qu'en fait, moi, j'ai l'impression, et c'est un peu ça mon combat,
c'est que je vais mener dans ma vie, c'est de me dire, est-ce qu'on n'en fait pas tout un plat pour pas grand-chose quand même? Parce que oui, ça peut rester, mais vraiment, allez voir Quel ce que truc c'est à reculer. tout le mouvement hippie. Le mouvement hippie, c'est fou à quel point les gens... Je revoyais des trucs sur la guerre du Vietnam, parce que la guerre du Vietnam, ça me fascine de plus en plus à quel point on a Oh, tu oublié... deviens vieux de ouf. Non, mais à quel point on a oublié ce concept, enfin, cette guerre, comment les gens ont pu oublier ça globalement, tu vois. Et je me dis, mais le mouvement hippie, quand même, c'était des mecs qui t'expliquaient, et des meufs qui t'expliquaient que l'État n'existait plus. C'est-à-dire que là, en France, on est abasourdi de Notre-Dame-des-Landes, mais... C'était vraiment le mouvement hippie, il était quand même assez lourd pour qu'on en parle beaucoup, tu vois. Et tout ce qui était l'hypersexualisation, tout ce qui était la prise massive de drogue, Tout ça, c'est resté. tout ce qui était la libération du corps, etc. Bah oui et non, parce qu'aujourd'hui encore, on t'explique que c'est la vague MeToo qui a tout amené. Je suis en mode, mais du coup, Mais c'est la entre continuité. 1970, bah non, parce C'est que non, parce que l'institutionnalisation si d'un tu mouvement. prends les années 90, le standard féminin, que dalle en rapport avec le 1970 ou que dalle en rapport aujourd'hui. On était retourné dans un hyper... En 1990 Bah c'était la maigreur absolue. Excuse-moi. Les meufs et aucun poil nulle part. Ah bon? Bah, dans Enfin, les années excuse-moi, 90, avec les oui. Spice Girls et tout Bah, ça, elles t'avais sont quand même ultra la... maigres, les meufs des Spice Girls. Oui, enfin, par en exemple. termes d'hypersexualisation, ça avait bien commencé. Mais je parle pas de l'hypersexualisation. je parle Madonna, des... Non, je parle, je Lady parle pas de ça, Gaga, je parle tous ces des- trucs-là, je parle ça a des- été des machins. je parle Miley des- Cyrus qui est arrivé en 2010, choquant tout le monde. Non, mais je parle des standards de beauté, de ce genre de trucs, tu vois. Ou dans le mouvement hippie, ils avaient tout déconstruit en te disant que les femmes Ok, ont le mais droit là, d'avoir des poils, Tu etc. peux pas juger le mouvement à son extrême, il faut le juger dans sa globalité. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la plupart des luttes du mouvement hippie sont quasiment toutes mortes. Elles sont revenues. Ah non, elles se et sont tu peux trop les ancrées de connecter. ouf. Mais oh, non. Regarde l'hypersexualisation, aujourd'hui, t'as des gamines qui dansent à poil sur TikTok. Et tout le monde trouve ça normal. Non, On mais en est-ce est que- à un niveau où aujourd'hui, enfin, c'est lunaire. Je me balade sur le plateau Mont-Royal en été, t'as des gens qui sont nus. Nus. Enfin, je veux dire, c'est un niveau où moi, je trouve ça choquant. Tu as des sex shops avec des tenues, mais Mais incroyables. pourquoi ça te choque maintenant? En Pourquoi il y a pleine 10 ans rue. ça te choquait pas? Mais parce qu'il y a 10 ans, déjà, je le voyais pas. Dans Mais ma voilà, petite parce ville que de c'est- campagne. Il y a 10 ans, t'étais presque là. Il y a 10 ans, j'étais presque là. Mais il n'empêche que je les voyais pas, ces trucs-là. Mais c'est qu'en fait, moi, Dans un ancien monde j'ai l'impression quand même qui est celui de la campagne, il n'y avait pas ça. qu'il y a... Non, mais même moi, j'ai toujours habité dans des villes. J'ai vraiment l'impression qu'au minimum, je vais parler pour ce que je sais, donc il y a 15 ans, parce que c'est là où j'ai de la mémoire réelle sur les news et ce genre de trucs. Après, voilà, on ne parlait pas de tout ça. Mais bien sûr, mais exactement, mais c'est ce que je te dis. Donc mais tout ça, non, toutes ces bah non, mais avancées, ça- non, mais elles arrivent petit à petit. Mais non, Et elles arrivent on pas normalise petit à le petit. tout. puisqu'en 1970, c'était le prime de l'actualité. Que les femmes, faut pas qu'elles se libèrent, Oui, mais comme qu'on tout. hypersexualise les Tu as enfants. d'abord un pic, Oui, mais t'imagines qu'il s'est passé presque 35 ans quand même. mais comme tout, mais C'est comme beaucoup. l'environnement. Regarde C'est une l'environnement dans les génération années égale. 70. Mais On dit ah non, l'environnement. non, On c'était- crée le premier ministère de l'environnement dans les non, années mais dans 70. les années 70, ça n'existait quasiment pas l'environnement. C'était Oui, mais les hippies. un truc de. Non, mais c'était pas un truc de société du tout. On nous dit le Au club de contraire. Rome, mes couilles, machin. C'était Le pas un rapport truc qui était. Brundtland. C'était pas un truc qui était ultra médiatisé, trop mis de l'avant. Il y avait, c'était C'est pas beaucoup vrai. démenti. Le premier ministère de l'environnement sous Mitterrand. Rapport Brundtland à l'ONU. Les hippies. Mitterrand, mai c'est 68. 1980. Mitterrand, c'est Oui, 1989. mais, Mais 68, c'est 20 ans d'écart, là, frérot. Il y a quand même une génération entre les deux. D'accord. Non, alors une génération, on se calme 2 secondes. À 20 ans, c'est une génération. Mais- 25 ans, c'est Ok, une mais génération. le temps que ça monte. Années 70-80, si tu veux. Environnement. Pic. Après, derrière, flop total. Plus personne ne parle d'environnement. Après, t'arrives, t'as Chirac qui dit notre maison est en feu. Oui. Boum. Notre maison brûle et nous Voilà. regardons ailleurs. Voilà. Sauf que, bam, crise économique, on n'en parle plus. Et là, ça remonte. Mais maintenant, ça remonte, et c'est que maintenant qu'on prend des actions. On est à 2,3% de réduction des émissions mondiales de CO2. Normalement, on devrait être à 40% si on devait respecter les accords de Paris en ce moment. On est littéralement à 48% de l'objectif qu'on s'était fixé au même moment où on en est. Mon point est que toutes ces avancées-là choquent au début. Elles font beaucoup parler. Après, elles se calment, mais elles s'institutionnalisent. Et aujourd'hui, on se retrouve à ce que si jamais tu appelles pas une bonne personne par les bons pronoms, ça va la choquer et ça peut escalader sur des disputes, voire plus. Je veux pas jouer un discours rétrograde. Je veux juste analyser la société et voir que ça crée des conflits, ce genre de trucs, qui sont débiles. Je veux dire, on se parle, toi et moi, on va pas utiliser de pronoms. Je dis toi, tu me dis toi, tu sais, ça finit là. Mais
tu prends ça au niveau politique après derrière. Et tu vois comme le sujet amène rapidement de la conversation. Et tu montes ça sur des gens qui sont polarisés de ouf. Et bah, ils ont beau avoir 25 ans. Les gens, ils se disent, mais en fait, l'extrême gauche woke, elle nous gouverne. Depuis le début. Depuis mai 68, en fait, c'est eux qui ont gagné. Parce qu'à la fin, tous les combats de mai 68, ils les ont eus. Le divorce, ils les ont eus. Le mariage homosexuel, ils l'ont eu. L'adoption, la PMA, la GPA, le machin, le truc. On peut plus rien dire. Le mouvement MeToo. Tu vois, tous ces combats-là, sont moi des combats que je soutiens. Hein, je dis pas du tout le contraire. Vraiment, je prends les lunettes d'analyste que je m'auto-give. Tous ces gens-là, ils ont l'impression d'avoir perdu ce combat. Le combat des idées. Tu vois ? Et je suis le premier à dire que la droite n'a pas su répondre en fait à tout ça. Qu'est-ce que la droite a apporté en contrepartie pendant tout ce temps ? Elle n'a fait que freiner en fait toutes ces avancées-là. Et on utilise même le mot d'avancée. C'est comme si on allait vers quelque chose de comme mieux. Le progrès. Voilà, comme le progrès. Comme si on allait vers du mieux. Positif. Mais voilà, tu peux avoir des très mauvaises idées à gauche, des très mauvaises idées à droite. Moi, je doute quand même. Je doute énormément que tout ça va rester. Parce que je pense que moi, je suis très... j'aime bien l'analyse des civilisations, des sociétés, de ce genre de choses. J'ai une mini-question, je suis désolé de te recouper, mais ça va te permettre de développer. Est-ce que tu as vu des communications officielles, et là c'est une vraie question, écrites en écriture inclusive sur Twitter général, ou sur des trucs comme ça? Non, je crois pas. Je crois qu'il y a tout. Il y a la phrase souvent le texte est rédigé au masculin pour l'alléger. Mais ça ne veut pas dire qu'on indivise. Enfin, il y a un truc comme ça, il y a une petite phrase pour dire que c'est rédigé au masculin, mais que c'est volontaire, mais que c'est pas fait pour effacer les gens. Mais sinon, j'ai pas vu plus que ça. Ok, mais vas-y, continue. C'est juste pour vraiment poser la question de à quel point, au niveau étatique, toi, tu aurais vu. Parce que moi, j'en ai vu quelques-uns, mais je sais pas si c'est très représentatif. Non, je vois souvent quand c'est en anglais français, par exemple, parce que je suis encore même Trudeau, tu vois, qui pourrait pull ce move-là, par exemple. J'ai pas souvenir de l'avoir vu faire ça. Ok. Mais et donc moi je me demande si vraiment tout ça, c'est pas, même à l'échelle de 100, 150 ans, c'est pas un combat qui sera déjà crevé, terminé, qu'on n'en parlera plus, tu vois. Parce que j'ai l'impression que ça vient quand on n'a plus rien à dire, déjà. Ce genre de combat. Et je dis pas que le mouvement MeToo, c'est un truc quand on n'a plus rien à dire, c'était pas ça mon point, c'était de dire que ça reprend soit en période de grosse crise, genre on rajoute ça sur le dessus, soit c'est quand on a atteint un certain standard, c'est la pyramide de Maslow classique du coup on va se battre pour ça maintenant, tu vois. Alors que pourtant économiquement on est bien dans la merde. Oui, mais tu vois, mais c'est pareil, quand je reprends encore une fois, quand je compare avec le Vietnam, c'était la fin, pour les Américains, c'était la fin de plein de choses. Enfin, je veux dire, économiquement, ça commençait à être le trou, ils voyaient le fond de la caisse, leur armée était en train de prendre une branlée monumentale, ils avaient plus de dissuasion à proprement parler, personne ne les prenait plus vraiment au sérieux. Je veux dire, Nixon a quand même soupesé l'idée d'utiliser la bombe nucléaire, quoi. Mais littéralement, genre, il y a des enregistrements dans son bureau où il dit « J'ai envie de faire un gros statement, est-ce qu'on peut pas utiliser la bombe nucléaire ?» Et où son... Non, il dit « For God's sake, you have to think big » à son conseiller national, et son conseiller national lui répond « Je pense pas que c'est une bonne idée. » Sachant que c'était le mec qui bombardait allègrement le Cambodge, sans regarder, et qui brûlait les enfants, qui avait autorisé aussi les trucs chimiques. Donc, tu te dis, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je me demande si c'est pas juste des vagues et que voilà, ils en font un épouvantail, mais que dans 10 ans, déjà, on aura commencé à oublier ce truc-là et que peut-être dans 30 ans, ça reviendra, mais que, tu vois, moi, je me défais pas de l'idée qu'en 70, c'était le prime de l'actualité et que c'est revenu en 2016, mais qu'entre deux, en des années 80, ça a littéralement disparu, tous ces combats-là. Tous les combats, quasiment beaucoup. En tout cas, là, on va me dire non, parce qu'il y avait tel mouvement, tel truc. Oui, ce que je veux dire, c'est que c'était très peu. Black Lives Matter. Attention, tu prends quand même le Vietnam, ça ne parle vraiment qu'aux États-Unis. Oui, mais notre sujet de base, c'était ça. Mais toi, t'as amené le Vietnam, mais moi, le Black Lives Matter, pas ça intéressant si pour je l'Occident. dis pas de bêtises, c'est à vérifier. Ça a été fondé en 2008. On en a eu rien à foutre jusqu'en 2020. 15 ans le truc avant qu'on en parle. Et parce il a juste prendre un momentum à un truc. Et que surtout le slogan est accrocheur en vrai. Puis parce qu'en 2008, tu peux pas mettre une photo sur Instagram et pas être cool parce que tu suis le mouvement Black Lives Matter. Non, parce que moi, je pense qu'il y a beaucoup de ça. Aujourd'hui, tu peux facilement t'identifier à un mouvement, à une cause, et te dire pro plein de trucs aujourd'hui, juste en mettant un petit emoji. Si tu mets une pastèque, tu mets un point, tu mets un truc, et ça y est, t'es un grand militant.
alors là, t'es une suffragette. Non, moi, T'es la nouvelle. moi, ce qui me pose vraiment problème avec ça, c'est quand tu le fais pas. Parce que si tu le fais... Par exemple, moi, il y a des trucs, je serais pas à l'aise de le faire. Parce que j'ai un esprit scientifique, un esprit universitaire, et je sais qu'il y a des trucs, je sais pas assez de choses pour prendre un statement. Mais c'est un vrai truc, tu vois, je sais que je peux pas... Par exemple, quand on a mis beaucoup de temps à parler Israël-Palestine, parce que c'est pas que j'arrivais pas à avoir d'avis, mais enfin, c'est compliqué de se dire, ok, maintenant, je suis dans ce camp-là, parce que tu choisis un camp, tu vois, à la fin. Et le monde, il est pas fait de bons et de méchants dans la vraie vie, dans la vraie vie. Et Tu peux donc, répéter ça? le monde, il est pas fait juste de bons et de méchants. Vous prenez cette phrase, vous l'imprimez, vous la comprenez. Putain, c'est incroyable comme les gens sont binaires comme ça. C'est juste mené par des intérêts et que il y a forcément des gens qui te cachent des choses au sens complotiste, mais chacun a son propre intérêt, tu vois. Et j'ai dit oui, lequel est le mieux, tu vois. Ah oui. Et en fait, moi je me dis, j'arrive pas à des fois à prendre des statements, par exemple, sur des choses. Parce que je me dis, oui, mais on a probablement la moitié de l'information. Par exemple, je vais donner un exemple concret. Taïwan, j'ai pas d'infos, j'ai pas digué la question pour savoir. Je sais même pas si le gars actuellement, il est élu démocratiquement. C'est-à-dire que, est-ce que c'est vraiment un gars qui a fait session et qui a dit maintenant c'est ma terre et allez vous faire enculer et maintenant genre je vais me faire élire par les gens qui sont sur place? Ou est-ce que c'est vraiment un mec qui on a laissé là et puis Chiang Kai-shek, là, le gars qui a fondé Taïwan, là, il s'est dit ouais je vais faire ça, mais d'un autre côté après ils étaient au conseil de l'ONU, je sais aussi, tu vois, à la place de la Chine pendant super longtemps, jusque dans les années 70. Donc je suis en mode, est-ce que c'est pas un pays qui a été plus ou moins fait pour faire chier les communistes et finalement, voilà, c'est un pays qui est une fausse nation, mais en même temps, est-ce qu'avec tout ce temps-là, c'est pas devenu une vraie nation? Tu vois, parce que ça existe depuis longtemps, du coup, depuis 1949. Tu vois, même en sachant des trucs comme ça, je me dis, faut vraiment que je digue avant de me dire, ok, ces gens-là, ils ont une raison d'exister, enfin, pas ils ont une raison d'exister, je veux pas dénier l'idée de ça, mais de me dire, ah, même eux ne sont pas instrumentalisés, tu vois. De me dire, si demain il y a un conflit, je pourrais dire, là, la Chine, elle attaque un autre pays, ou est-ce qu'elle attaque une autre province, ou est-ce que c'est plus proche d'une guerre civile, et si c'est une guerre civile, c'est pas les mêmes réponses qu'on donne, tu vois. Et voilà, par exemple, c'est comme Hong Kong, j'arrive pas à avoir d'avis sur Hong Kong, mais parce que je suis pas cultivé pour, tu vois. Et donc on te dit, t'as pas d'avis, t'es avec eux ou t'es contre eux, je suis en mode, va te faire foutre, tu vois. Mais ça... Parce que voilà. Et je pense que la majorité des gens ne devraient pas avoir d'avis sur la majorité des informations. Parce qu'ils n'ont pas la culture et la connaissance de le faire. Et c'est pas qu'ils sont cons, c'est qu'ils sont pas intéressés, c'est pas pareil. Mais le problème est... C'est, pour terminer, je dirais ça, c'est que par exemple, c'est comme moi, si demain, je donne toujours cet exemple-là, on me demande mon avis sur une chirurgie cardiaque. Et pense des fois que la politique ou la géopolitique, c'est les mêmes degrés de connaissance qu'il faut avoir. Tu ne peux pas avoir un avis parce que tu ne sais pas tel truc. Sinon, tu vas ouvrir le cœur du mec en deux, tu vas le buter en 1,4 secondes. Tu auras la mort la plus rapide du truc. Tu vois, naturellement, la médecine, tu n'aurais pas d'avis sur la médecine. Tu as naturellement ce truc de se dire, je n'ai pas les capacités pour comprendre, tu vois. Comment perforer un poumon, enfin comment... Ah mais je suis totalement d'accord avec toi, mais le problème, et pour revenir à notre sujet, c'est qu'on est en démocratie. C'est, voilà, qu'on n'a pas de meilleur système pour l'instant, et que, pour en revenir un peu à notre sujet, c'est vrai que les Américains... non, mais tu vois, et c'est, je pense... Peut-être pour ça que ça fascine autant les... Détruire mes plantes, il n'y a pas de souci. Je pense que c'est aussi pourquoi ça agite les foules, parce que finalement, les Américains se comportent comme un pays qui a plusieurs centaines d'années et de repères. Alors que... t'as l'impression que c'est l'Italie, quoi. Ouais, le seul repère d'histoire qu'ils aient, c'est leur dollar qui n'a pas changé. C'est littéralement la seule chose qui les ancre dans l'histoire. Mais moi, j'ai appris cette statistique, c'est Joe Rogan. Je mets pas beaucoup de l'avant de Joe Rogan parce qu'il a plein de défauts, mais il a fait un spectacle humoristique qui était sur Netflix qui était super drôle. Joe Rogan ? Ouais. Oui, ok, oui. Rogan, ouais. Oui, parce que Reagan, c'est un président. Et il disait, les États-Unis, on est là à vouloir avoir des trucs, une histoire et tout, mais les gars, les États-Unis, si vous avez des centenaires dans votre famille, si chacun vit il y a des familles où les mecs ils vivent 95 ans, 100 ans, et vous prenez cette famille-là, pas son père, pas son arrière-grand-père, son arrière-grand-père à lui, enfin ton arrière-arrière-grand-père à toi, a connu littéralement l'indépendance des États-Unis. Ah oui, non mais totalement. 3 personnes te séparent de l'indépendance des États-Unis. Techniquement, t'aurais pu, ton arrière-grand-père, pour nous, aurait pu connaître l'esclavagisme, la guerre de sécession. Et il y avait encore, il y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui est relié à la guerre de sécession, qui est mort et qui avait genre 102 ans, 103 ans. Et il était né, je crois, pendant un truc comme ça. Alors que l'arrière-arrière-grand-père de nos parents, il a connu Napoléon. Oui, voilà, l'indépendance des États-Unis. Voilà. Mais c'est vrai, il a connu Napoléon, oui.
Mais c'est con, mais voilà, il a pu servir sous le drapeau. Et on s'entend. Moi, je suis désolé, là, je vais faire un peu mon chauvin. C'est pas la même histoire. C'est pas la même histoire, l'histoire des États-Unis, un pays qui n'a jamais été envahi. Ce n'est pas la même histoire, l'histoire d'un pays qui est isolé. C'est faux, il a été envahi. Par le Mexique. Et le Canada aussi, c'est pour ça que le Nouveau-Mexique s'appelle le Nouveau-Mexique. Non, alors ça c'est faux. C'est les États-Unis qui ont eu le Mexique. C'est pas le Mexique qui a eu le Nouveau-Mexique. Mais c'est le Mexique qui a envahi les États-Unis. Non. Bah si. C'est le Mexique qui avait cette terre. Bah et non. les États-Unis ont Parce défoncé que le Mexique. la Californie aussi. Hein. Une partie de la Californie. Los Angeles, ça s'appelle Los Angeles à cause. Ça, mais en 2 secondes. En fait, pourquoi il y a vachement de villes qui ont des consonances espagnoles, genre Parce Los Angeles. appartenait au Mexique. Los Angeles, qui est la ville la plus connue. Ça appartenait pas au Mexique. Enfin, en tout cas, le Mexique a envahi les États-Unis, ça je suis sûr et certain. Ah si, c'est le seul pays qui les a envahis. Parce que non, le Canada. Le Canada, techniquement, les a pas envahis. Ils ont fait un peu comme l'Ukraine fait avec la Russie. C'est pas un envahissement, c'est genre on vous repousse jusqu'à votre frontière et on va jusqu'au bout. Ouais, enfin, ils ont quand même dépassé la frontière. Hein. Oui, et puis je crois qu'ils ont cramé la Maison Blanche. Et ils ont chopé aussi Washington. Mais ça, c'est à vérifier. Mais tu vois, j'ai pas une. Mais le Mexique, je suis presque sûr qu'ils ont envahi les États-Unis. Mais en tout cas, on n'est pas sur des envahissements, on n'est pas sur. Mais voilà, on est loin du de truc, l'Italie, de que... la Prusse et la. Je sais pas qui, là, qui nous envahissent simultanément, et les Anglais qui nous envahissent simultanément pour nous démarrer. Vous savez quoi, je vais vous fact-check ça en commentaire parce qu'il faut qu'on avance sur le podcast. Mais par rapport à ça, je veux dire que. Voilà, on est sur un sujet qui attise beaucoup avec des manques de repères. Aujourd'hui, si on se dit de droite ou de gauche en France, alors tu peux toujours te dire de manière aveugle, je suis de droite, je suis de gauche, sans avoir jamais lu, ne serait-ce que Bloom, qui est pas si loin Bloom hein, finalement. Non, c'est les années 40. Voilà, donc, bon, mais tu peux aller beaucoup plus loin que ça, tu vois. Et tu peux lire Voltaire aujourd'hui. Enfin, je veux dire, les gens sous-estiment Voltaire. Les gens sous-estiment des écrits qui ont façonné notre manière de raisonner l'humanisme. L'humanisme qui était une valeur chrétienne, apportée par l'Église, peut-être beaucoup pervertie par l'institution de l'Église, mais qui était quand même un repère. Et après, on avance. On a Solferino, on a la création de la Croix-Rouge à la fin du XXe siècle. On a la Première Guerre mondiale. On a des manières de réfléchir notre pays, notre manière de concevoir les choses, avec des vagues migratoires massives, avec une révolution industrielle très tardive par rapport au reste de l'Europe, qui a amené la population française de 80% de gens dans les champs à aujourd'hui 2% d'agriculteurs. La France, c'était 80% d'agriculteurs à la fin du 19e siècle. Donc, j'ai la réponse. Alors ? C'est qui considère voilà un message au Congrès du 11 mai déclare que ouvrez les guillemets 1845 le Mexique a envahi notre territoire et a versé le sang américain sur le sol américain. J'invoque l'intervention urgente du Congrès pour qu'il reconnaisse officiellement l'existence de la guerre. Non, mais lis pas le Congrès. Le Congrès, il va forcément dire ça. Par contre, il me semble que les territoires en question n'étaient pas des territoires américains. C'est compliqué. En vrai de vrai, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, le Texas, par exemple, appartenait au Mexique, mais il s'est auto-déclaré une république indépendante. C'est ça. Non, mais il appartient pas aux États-Unis non plus. Oui, mais en fait, le Nouveau-Mexique notamment était un tribut qui a dû payer le Mexique à la fin de la guerre pour. Mais ça a l'air d'être, tu vois, voilà, je déclare que je n'ai pas d'avis sur est-ce que les États-Unis se sont fait envahir parce que ça a l'air d'être plus compliqué que ce que je pensais. Par contre, mon info vient du fait de pourquoi je pense que le Mexique a envahi les États-Unis, c'est parce que. Voilà, c'est la propagande du mainstream media. Non, mais dans les documents historiques, entre guillemets, c'est un peu le truc qu'on a retenu, quoi. Non, bien sûr, je comprends. Donc, c'est pas mais t'es mal informé, c'est pas grave. Ouais. De fou. Non, mais voilà, j'ai eu un avis sur un truc que je connaissais pas. Mais voilà, c'est pareil. Tu vois, demain, Taïwan arrive la même chose, je suis en mode, oui, mais j'ai la moitié des infos. Même des trucs que j'aime bien, j'ai pas tout. Alors que pourtant, c'est un sujet qui te passionne. Oui, que j'aime bien, quoi. On en revient à l'élection américaine où on a des sujets, et puis là, bon, malheureusement, on en a abordé que 2 pour l'instant, mais moi, j'en ai établi 4. Et c'est vrai que là, pour l'instant, on est un peu partial parce que on parle beaucoup de Trump, on n'a pas du tout parlé de Kamala, mais... C'est parce que c'est une femme et que t'es extrêmement misogyne. Oui, alors que je target son opposant depuis le début. Mais... Moi, je trouve que t'es quand même assez complaisant avec lui. Non, mais parce que... d'ailleurs, déjà, le drapeau que t'as chez toi... Je crois même pas que j'ai de drapeau américain. Je crois que j'en ai peut-être un.
Je crois que j'en ai un, ouais. Moi, j'en avais un que j'avais acheté aux States, mais que Voilà. je sais pas où il est. Non, je crois que j'ai acheté ici, moi, en plus. Parce que Ouais, je voulais les drapeaux des pays que j'ai visités. Mais c'est pas mal. le troisième, évidemment, c'est l'immigration. Et le quatrième, c'est... Enfin, moi, je trouve que la théorie du genre, il a été très... En fait, il a été bon sur l'histoire de la théorie du genre et les woke parce que c'est pas un sujet où il a besoin de parler de chiffres, dont il est incapable, mais il n'a pas besoin d'avancer quoi que ce soit. Il a Ouais. juste besoin d'être incisif et de casser des tabous pour Oui, de genre, moi je rallier les des rage votes. contre eux. Mais le Voilà. truc, c'est que moi je trouve que, en fait, quand je disais que l'individualisme avait un peu atteint un truc, c'est que, en fait, pendant très longtemps, la politique s'est orientée autour d'un projet de société. On a un projet de société, il peut être bien, il peut être pas bien. Voilà, les nazis, pas bien. Les droits sociaux en France dans les années 30, bien. Tu vois. Donc, Mais même le socialisme de Mitterrand était prometteur. oui, voilà, non, mais pareil, De Gaulle, bien, je sais pas, voilà, enfin bref, il y a des projets, on peut plus ou moins les juger selon un axe moral qui est est-ce qu'on fait tue des gens ou pas. Mais, et en fait, c'est que l'individualisme, le projet de société, c'est qu'il n'y a plus de société. C'est que tu deviens ta propre société. Toi, tes amis, et les gens autour de toi. Et je pense que ça, il y a beaucoup de gens, et c'est là où on a peut-être le vrai clash de civilisation pour de vrai, et le vrai truc où là on a un affrontement, c'est dans cette vision-là pour moi. Qui est-ce qu'on va construire une société avec un but où on est tous ensemble dans la même direction? Et c'est d'ailleurs pour ça que les religions, à mon avis, reprennent le pas. Beaucoup. Beaucoup de religions reviennent. Je suis très d'accord avec Parce toi. qu'elles là-dessus. arrivent avec le truc très simple de on est tous ensemble. Ou alors, est-ce qu'on s'affronte? Ou alors, est-ce qu'on est dans plus ou moins l'autre camp? Chacun fait ce qu'il veut. Et les cochons sont bien gardés. Et on s'emmerde pas. Et que donc, si tu veux être musulman, faire ta prière 5 fois par jour, tant mieux. Si tu veux être juif et ne pas travailler le vendredi, tant mieux. Et moi, par contre, je vais regarder ma série Netflix le soir parce que je suis athée, tu vois. Et en fait... Et donc tu pries aussi ton dieu, le saint capitalisme. Le saint capitalisme, exactement. Les Uber Eats. Lisez Harari et comment le capitalisme a remplacé la religion au début du XXe siècle. C'est très intéressant. Mais donc, je pense que le Trump, il a réussi à... Et toute l'extrême droite et toute la droite en général, enfin l'extrême droite surtout, mais ce qu'on qualifie d'extrême droite aujourd'hui surfe sur ça. Surfe sur l'idée que je vais vous réoffrir un projet de société. Et c'est là où toi tu dis que la droite n'a pas su répondre à la gauche qui a amené beaucoup de progrès sociaux qui fondamentalement étaient bien. Travailler moins pour gagner plus. Pour le coup, tout le monde est d'accord sur ce principe-là. Augmenter le niveau de vie en donnant plus de droits aux femmes parce qu'elles vont travailler plus. Ça a arrangé beaucoup de gens aussi. On va pouvoir avoir 2 bagnoles et 2 télés. Parce que le coût de la vie augmente. Et pour répondre à ça, Sarko, il a essayé de travailler plus pour gagner plus. Et ça a embarqué les gens parce que c'était un projet de société. Oui. Mais et d'ailleurs, la machine ne l'a pas suivi. Pourquoi au Québec, si vous suivez l'analyse au Québec, pourquoi l'indépendance regagne aussi? Parce que c'est des projets simples avec des trucs comme ça. Et je pense que la gauche aujourd'hui ne sait pas répondre à ça. N'a pas de projet de société. Et que en fait, la gauche entre guillemets républicaine en France ou par exemple les démocrates avant, le problème des démocrates aux États-Unis, c'est qu'ils ont atteint tous leurs goals quasiment. Leur goal c'était quoi? L'égalité homme-noir. Homme-noir, pas du tout. Noir, enfin homme blanc, ouais, mais à l'époque c'était pas vraiment des hommes d'un autre côté. Enfin, ils n'étaient pas considérés dans le droit comme des hommes. Mais c'était l'égalité des races au sens américain. Aujourd'hui, fondamentalement, c'est fait. Alors ils sont allés chercher dans les statistiques, dans les trucs, parce qu'effectivement, les Noirs se font beaucoup plus contrôler par la police. Oui, plus dans les prisons, plus probablement de violences pas parce qu'ils policières. sont noirs, mais parce qu'ils sont pauvres. Mais voilà. Pareil pour les femmes, tu vois. Fondamentalement, les droits sont les mêmes qu'un homme aujourd'hui. Donc ils sont allés chercher dans d'autres combats. Et on peut être d'accord, pas d'accord, c'est ça. Mais on est toujours dans le tréfonds de l'hyper-individualisme. Donc les pronoms, donc tous ces trucs-là. Et je pense que les jeunes, pour en revenir à ce qu'on disait, on a une situation plutôt pourrie, je trouve. Il y a quand même eu un momentum entre 1980 et 2001, je le mettrais même jusqu'à 2010, 2008, où il n'y avait que des lendemains radieux qui s'affichaient. Parce qu'il y a eu la dénucléarisation. On est passé de 55 000 bombes nucléaires à moins de 10 000. On est passé de la Russie qui était prêt à tout démarrer à finalement ils sont plutôt sympas ces Russes. Parce qu'il faut voir les images de Poutine et Bush quand ils se rencontrent pour la première fois en 2001. On est passé de il n'y aura plus de guerre mondiale, c'est impossible en fait qu'il y ait des guerres mondiales.
il n'y aura pas vraiment de maladie parce que l'an 2000, la technologisation, tous ces trucs-là. Mais même les trucs cool de l'an 2000 sont devenus dystopiques. L'intelligence artificielle, le débat n'est pas comment ça va nous simplifier la vie. Le débat, c'est comment ça va nous buter. Quand tu prends globalement ce que les gens parlent, tu vois. Et je pense que du coup... Ce qui est issu d'une large désinformation d'ailleurs aussi. Oui, non, oui, mais aussi parce que quand t'as Sam Altman, le gars de OpenAI, qui dit que c'est un danger, voilà, tout le monde se dit qu'il a forcément raison. Et s'il dit ça, il a des raisons, mais ils oublient de dire toute la phrase derrière. Ou alors, il y a aussi une média machine de merde qu'aujourd'hui on est obligé d'engraisser et qui se fait de l'argent sur un climat anxiogène. Oui, mais je suis pas là pour... J'ai pas les raisons forcément de ce que j'avance, mais j'essaie d'expliquer, tu sais, pourquoi Trump fonctionne, pourquoi Bardella fonctionne. Et parce qu'ils arrivent avec des projets simples. Oui, mais on met pas assez la média machine sur la map. Aujourd'hui, le simple fait que, et je te prends CNews comme exemple, j'écoute énormément CNews, ok ? Je ne critique pas sans savoir, c'est peut-être le principal média que j'écoute. Non pas parce que je les aime, mais parce que comme vous avez pu le voir, j'ai un certain côté à la perversion. J'aime bien écouter Trump et ses news, non pas parce que je les aime, mais parce que je pense que si tu veux vraiment comprendre quelque chose que tu n'aimes pas, il faut écouter tout. Moi, j'avais énormément écouté ce que disait Zemmour pour comprendre. Parce que c'est en mode, comment ce mec-là peut arriver là ? Mais pareil pour Mélenchon. Ah, Mélenchon, mais excellent cas d'école. J'écoute beaucoup ces trucs-là. Je suis tout à fait d'accord avec Dex, c'est un truc, Et aujourd'hui, il se passe le moindre... Mais il y a quelqu'un qui pète de travers dans un coin paumé en France. Il faut que tu aies tweeté. Alors là, je vais dire un mot qui est à la mode, mais une hyper-médiatisation de tout. Mais on a engraissé... En fait, on a un espèce de cachalot. On a un mammouth médiatique qui aujourd'hui a besoin d'être nourri en continu. Mais en continu, mais ça en devient maladif. À tel point que si on n'a pas le tweet de Sandrine Rousseau sur une violence policière, alors à ce moment-là, ça veut dire que Sandrine Rousseau n'a aucun avis, même s'oppose et pense que... Mais qu'est-ce qu'on s'en branle qu'un homme... À la fin, ça reste des personnes. Hein. Oui, ils représentent quelque chose de plus grand qu'eux, etc. Mais utilise un réseau social privé détenu par une compagnie américaine et un avis et s'exprime dessus en 180 caractères maximum. C'est plus maintenant, mais oui. 240, c'est court quand même. Putain, je suis pas à la page. Mais enfin, je veux dire, on s'entend qu'on en est rendu à un niveau où, désolé, vraiment peut-être je romantise la politique, mais pour moi la politique n'a rien à voir avec ça. La politique, tu viens, t'as pas de fiche. T'as tes idées, t'as tes pensées, t'as tes croyances. Tu vas sur la place du forum et tu t'exprimes vraiment. Mais je parle pas d'un forum artificiel comme Twitter. Ou alors tu vas sur Twitter mais tu fais un live. Tu fais un truc qui sort du cœur. Tu fais pas un truc qui pourrait être rédigé par un chat GPT qui est automatique. Mais tu lui dis, il vient de se passer ça, fais-moi un tweet et boum. Et tu la pré-prompte de telle manière qu'il soit d'accord avec Trump, toi. C'est un bon politicien ? Bon, si on enlève la morale. Bon, en termes... Est-ce qu'il remplit un cahier des charges ? En tant qu'animal politique. En tant qu'animal politique, c'est l'un des meilleurs, je pense. Et c'est pour ça que pour moi, en termes de pronostic, il gagnera cette élection. Parce que si on pense la politique comme un jeu, non pas moral, mais comme des cases qu'il faut remplir pour toucher le cœur de 50 plus 1% des gens. Alors aux États-Unis, c'est plus compliqué que ça, les grands électeurs, blablabla. Mais encore une fois, tu peux gagner le vote populaire et perdre le vote total. Alors, ça a fact-checké, mais tu sais de combien il a gagné 1600 20 000 quelque chose contre, moi, il me semblait que c'était Trump qui avait gagné le vote populaire. Je vais aller vérifier alors. Oui. Alors, moi, j'ai entendu que c'était 20 000 pour Trump en vote populaire. Oh, vas-y. Mais c'est ça, donc en termes de cahier des charges, et encore une fois, je suis pas d'accord avec cet homme. Moi, je suis pro Kamala, il n'y a aucun problème avec ça. Mais oui, il remplit le cahier des charges, mais tout comme Mélenchon. Il a compris ce que c'était. Pas dans les idées. Moi, je suis pour un Mélenchon qui, à la limite, date des années 2000. J'avais les bons chiffres. Vas-y. Il avait il a gagné 306 grands électeurs. L'autre en a eu 232. La limite étant à 292. Ouais, un truc comme ça, 292 par là. Mais en termes de vote populaire exprimé, donc les gens qui vont voter dans les urnes, il y a eu 7 millions de voix d'écart en faveur de Biden. Oh, putain, c'est beaucoup plus que ce que je pensais. Ouais, Biden a récolté 81 millions de voix et l'autre 74 millions. Mais il a gagné. Donc c'est énorme quand même. Par un cheveu à cause du système des grands électeurs. Ouais. Il a gagné de vraiment pas loin parce que les électeurs, c'est souvent winner take all. Là, c'est ça. Que tu gagnes, que tu aies 65% des voix de l'État, bah, tu vas gagner les 50 électeurs
les 50 grands électeurs malgré ça, mais le vote populaire était sans appel, quoi. Si c'était direct, Bah ouais. soit le Parti le démocrate a fait la plus grande fraude de l'histoire en faisant réussir à faire voter 7 millions de personnes sans que personne ne s'en rende compte. En Corse, on y arrive, hein, mais... Oui, vous faites voter 400 000 personnes alors vous êtes 200 000, c'est Voilà. fou. Mais je sais pas combien il y a en Corse. Mais oui, le vote populaire était sans appel, quoi. Mais Et c'est là où vraiment il faut porter attention aux gens sur lesquels on n'est pas d'accord. Tu vois ? Parce que le gars que tu Mais soutiens... oui et non, parce que si t'es pas d'accord et qu'ils sont complètement cons, tu leur donnes une tribune. Non, parce que qui je est pas pense pas que nécessaire. En fait, je pense que la machine médiatique n'a Mais pas tu besoin de moi. contribues à ça, tu Non, contribues je pense pas. Tu te dédouanes de ça? Tu sais pourquoi ? Parce que tous ces trucs-là, Ok, toutes ces machines j'ai un dilemme médiatiques pour toi après. perdent tellement d'argent par année. Aucun média ne tire de bénéfice. C'est faux. C'est juste, ils sont dans... Mais c'est des trous financiers Ouais. de plusieurs milliards aux US. Il n'y a aucun intérêt argent. Donc, ma Oui, vue c'est purement en plus, pouvoir. voilà. Ma vue en plus n'ajoute rien à ces news. Mais comment tu... L'environnement, c'est pareil. Ouais. Tes actes à toi changent rien à la situation. Je suis totalement d'accord. Pourquoi tu t'engages pour l'environnement alors? C'est une vraie question. Parce que moi, je m'engage politiquement sur l'environnement. Dans ma vie de tous les jours, c'est pour que j'ai un bon karma. Mais je sais que ça changera rien. Parce que j'ai beau éteindre la lumière quand je suis pas dans une pièce, je sais que ça ne change Parce que rien. ma mère criait, on n'est pas à Versailles ici. Voilà, déjà, c'est pour ma facture d'électricité, c'est pour ça que je suis pour Ouais, j'ai eu ce un réflexe tarif il y a pas- carbone il y a pas longtemps. individuel. Vraiment. Et moi, je pense qu'un tarif carbone individuel, et encore une fois, ça va être repris et mal repris par les médias, mais les idées que portait Equinox, notamment aux européennes, étaient intelligentes dans le sens de dire, et la taxe carbone de Trudeau est pas mauvaise à ce niveau-là. Si tu responsabilises les gens, tu leur donnes un tarif carbone, et tu leur dis, voilà, si vous dépassez pas X, Ouais, mais vous regarde, allez même avoir un retour d'argent. regarde comment le Raptor l'a déjà instrumentalisé. Ah, mais je suis et c'est pour ça que j'ai commencé en disant que ça va être En instrumentalisé. disant ta taxe carbone, mes couilles là. Et en vrai, son argumentaire, moi je connais pas bien le concept des taxes. Tu sais que l'économie et moi ça fait 12. Et j'étais en mode putain, si c'est ça le concept, c'est quand même grave. Je me suis douté Ouais, que ouais. c'était pas ça parce que je me suis douté que c'était instrumentalisé. Mais si t'as pas ce réflexe de se dire ah, ce que je regarde est un peu peut-être faux, tu vois, faut que j'aille vérifier, que me faire mon propre avis, tout le monde va être contre. Et à juste titre. Parce que on va te dire que tu vas être taxé sur un truc pour respirer de l'air, quoi. Ça va être ça à la fin de Je la comprends. journée, l'information finale. Mais c'est parce qu'il faut vraiment amener, et c'est pour ça que, tu vois, on en parlait un petit peu en off juste avant, c'est là où il va y avoir un split, et il y a déjà ce split dans la politique. Est-ce que tu es un bon politicien parce que tu es le plus intelligent, le plus pragmatique, l'homme de la situation finalement, et que c'est un peu comme une entreprise. Est-ce que je serai le meilleur parce que je connais de ouf le milieu, l'industrie, je vais tout savoir faire. Exemple, un petit peu aucunement partisan, Macron, dans le sens, je connais tous mes dossiers, je suis incollable et je vais réussir à le faire parce qu'en plus j'ai les financiers avec moi. Ou est-ce que je vais réussir parce que je suis un politique? Je suis le peuple. Je suis, voilà. Avec tous les problèmes que ça importe. Si le peuple veut remettre la peine de mort, le pire, l'esclavage, le pire, tu vois ce que je veux dire? Si le peuple veut ça, on a une constitution. Mais Bah, une ça, constitution, c'est- ça se change. Une constitution, ça s'annule. Mais t'as vu là les Et on gens le voit avec en France, Mélenchon. j'ai plus les chiffres, t'as dû voir passer ça. Ils sont pas pour ils sont pour des systèmes politiques plus durs. Ouais. Pour un alors pas Pour c'est-à-dire- des réformes pénales beaucoup plus dures. mais pas que ça aussi pour même un système globalement moins démocratique. En fait, ils veulent moins de démocratie. Mais enfin, je veux dire, on en est à un niveau où on se pose la question de ça. Et là-dessus, j'aimerais bien te laisser embarquer là-dessus sur... Mais on dérive de notre sujet, il faudrait vraiment qu'on parle de Kamala, mais est-ce que la démocratie aujourd'hui, sur un niveau international, est en train de gagner le jeu autant que dans les années 90-2000? Mais non, mais parce que dans les années 90-2000, pour le coup, il y avait aussi le moment... En fait, c'est que il y a eu un alignement des planètes aussi qui était agréable. Le fait que l'URSS s'effondre, mais elle tombe du bon côté. C'est-à-dire, ils sont pas partis, ils sont pas les gens qui voulaient repartir en full dictature, ils ont pas gagné. Parce que Poutine a eu l'intelligence de se dire, si on veut qu'on persiste, il va falloir que, quand même, il était rempli de bonnes intentions. Parce que la situation économique
tout allait pour le mieux. En vrai, jusqu'en 2008, c'était vraiment... ça a conduit à 2008, mais tu pouvais acheter une maison facilement. Il y avait encore beaucoup de choses. La technologie évoluait tous les jours. Et tous les jours, c'était un peu mieux quand même. Aujourd'hui, tous nos instruments technologiques, c'est devenu dystopique. Les réseaux sociaux, c'est dystopique. Les télés intelligentes, maintenant, soi-disant, elles nous écoutent aussi. Elles La prévoient nos réalité besoins. virtuelle. La réalité virtuelle, c'est dystopique. Tout est mauvais. Tu vois, tout est ce truc-là. Et que donc, le modèle qu'on imposait de démocratie à travers le monde, il te donnait envie de venir, en fait. Ça te donnait quand même un peu envie d'y aller, tu vois. Et c'est pour ça qu'il y a plein de pays qui se sont dit, peut-être qu'on pourrait essayer de faire ça, tu vois. On pourrait ou au moins les rejoindre parce qu'on aura plein d'avantages aussi à avoir ça. Sauf que je pense que la démocratie, elle fonctionne, pour moi, comment dire, c'est-à-dire que la démocratie ne peut pas fonctionner avec des principes moraux. Dans le sens que si demain... Comme guide ? Si demain les talibans veulent être élus et sont élus selon le principe démocratique, malheureusement, on ne pourra rien faire pour. Bah, t'as vu en Angleterre, quand il y avait aux élections anglaises où il y avait des pros, des musulmans pro-religieux qui sont fait élire, enfin qui tentaient, je sais pas s'ils sont fait élire. Je crois, ils sont pas fait élire. Mais c'est un peu le truc de se dire... Ils étaient en cheval là, dans la ville. Là, et c'est à ce moment-là où là on pose la question de est-ce que la démocratie, et je ne répondrai pas à cette question, mais est-ce que la démocratie est réellement un droit inné ? Est-ce que parce que c'est le seul droit, avec celui de la vie, où et encore la vie, ça dépend comment la vie a décidé de te faire, mais c'est le seul droit qui, de facto, peu importe dans une vraie démocratie, peu importe comment tu nais, où est-ce que tu vis, tes trucs, etc., tu as le droit d'exercer ce droit-là. Et ça a un impact fondamental. Et que donc, comme les gens, c'est pas qu'ils sont pas éduqués, parce que je veux pas tomber dans ce truc-là, mais il y a un manque profond de connaissances, même de techniques de discours, tu vois. Tu vois, Clément Viktorovitch, au début, c'était un bon gars, avant qu'il tombe dans la dérive, avant qu'il soit militant, en fait. Au début, quand il expliquait les formes de discours, etc., là, il fait telle tactique, machin, truc et tout, j'étais en mode, même moi, qui ai fait 5 ans d'études de sciences politiques, qui a lu énormément, qui est passionné par ça, parce que quand même, je me rends compte que je suis passionné par ça, parce que je passe peut-être 2 heures tous les jours à lire de l'actualité, des trucs comme ça, etc., à lire des livres spécialisés, des trucs et tout. J'apprenais des trucs, tu vois. Donc il y a une forme d'humilité déjà de dire, bon, bah déjà, colmos avec ton avis. Et ensuite, l'étape d'après, c'est de se dire, oui, mais si même moi je suis rendu là, les gens qui n'étudient pas du tout ça, ils sont très loin de ça, tu vois. Et c'est pas ce problème, c'est comme si, tu vois, même pour conduire une voiture, on te demande de passer un permis. Il y a tout, on te demande toujours de passer des trucs. De voter, tu peux ne pas savoir lire ni écrire, tu peux aller voter. Si tu arrives à te pointer au truc et à présenter ta carte d'identité. Et que je pense que c'est le grand tabou. Et c'est peut-être la question que soit on n'osera jamais se poser, mais ça sera la question sous-jacente et latente à tout ça, à laquelle un jour il faudra peut-être répondre, qui est, est-ce que le système où les gens vont voter directement, c'est le meilleur système, sachant qu'ils peuvent prendre des très mauvaises décisions pour eux-mêmes. Et l'exemple est encore quand même qui reste le tabac, qui je trouve est le meilleur exemple où on t'explique de long en large que c'est mauvais. Il n'y a pas de complot sur ça, ça coûte un bras, c'est mauvais pour toi, et les gens continuent de fumer. Mais il y a pire que le tabac, il y a l'alcool. Oui, mais l'alcool... Désolé, et notre non, mais l'alcool, il y a est... un aspect festif, parce que... mais le tabac aussi. Le tabac, c'est le truc le plus social que tu peux avoir sur la planète. Oui, parce qu'on va sortir fumer. Il y a l'épisode d'ailleurs dans Friends, comme on disait, Exactement. où Rachel se force à fumer pour faire ça, dans notre épisode de la semaine dernière. Mais ce que je voulais dire, c'était que l'alcool, il y a un aspect... Le tabac, il est mal vu. L'alcool, Ouais, il est peut-être. bien vu. Tu viens de dire quoi? Festif. Et c'est pas du tout un jugement de valeur. Non, Mais regarde, et c'est pareil. Tu es avec ton pote, tu prends une bière. C'est sûr, la fête va être moins folle avec un thé. Mais l'alcool est la plus dangereuse des drogues communes. Évidemment, tu prends de la meth aujourd'hui. Tu sais voilà. qu'avec l'héroïne, je crois que c'est l'héroïne, c'est les 2 seules drogues où si t'arrêtes subitement, tu peux mourir. Mhm. Genre si t'es un énorme Totalement. alcoolique, il faut Ouais. vraiment consommer. Si tu trembles le manque matin, peut te- ouais. mais le manque peut t'amener à de la... Je sais plus comment, tu perds la raison, donc Ouais, tu vois ouais. des T'as une couleurs qui psychose. bougent, etc. Tu vois des psychoses et ça peut t'entraîner en choc, je sais pas les termes, là, comme les crises d'épilepsie, quoi. Comme Et une crise pourtant- d'épilepsie et tu décèdes. Et pourtant, tu peux prendre 2 verres avant de prendre la bagnole. Et pourtant, c'est vendu derrière Non. le comptoir au Spar. Voilà. Alors que le cannabis, alors bon, avec le CBD, t'es progressivement en France. Là, on commence une war on drugs qu'on va perdre.
parce qu'apparemment c'est la faute de l'immigration. C'est vrai que les migrants qui traversent la Méditerranée, pardon pour les âmes sensibles, ils se mettent un paquet de cannabis dans les fesses pour traverser la Méditerranée, c'est bien connu. Mais par contre les go-fast ça n'existe pas. Mais les consommateurs aussi. On arrive, mais même là les consommateurs, enfin je veux dire c'est. Consommateurs, c'est pas tant que ça des mecs de cité globalement. C'est dérisoire les consommateurs. Oui, il y a l'offre et la demande, mais à la fin ton offre elle reste présente. Je veux dire c'est complètement con. Enfin, on le voit bien, la légalisation fonctionne. Et je suis contre la légalisation sur le principe. Mais c'est vrai qu'il y a un moment, il faut ouvrir les yeux. Et il faut sortir de ces principes pour comprendre la science. Et c'est là où je rejoins ton point de la démocratie. Mais c'est là où aussi tu te prends des putains de coups d'humilité dans la gueule. Parce que si toi tu te dis, et pas toi, hein, mais toi, mettons un individu lambda, j'ai une éducation bac+5. J'ai j'ai telle et telle connaissance. Je suis un astrophysicien, tu sais quoi. Qu'est-ce qui veut dire que tu es bon en agriculture ? A contrario, le gars qui est agriculteur depuis 50 ans, le gars il connaît sa matière sur le bout des doigts, il connaît les problèmes tout autant que les conséquences. Il est tout aussi critique de son milieu qu'il est... Qu'est-ce qu'il va faire un truc sur la science, sur les programmes de développement des universités ? Moi, tu viens de décrire l'ENA à mes yeux, là. Moi, l'image que j'en ai de l'ENA, c'est qu'on produit l'ENA, des gens différent. Qui n'y connaissent rien et tu peux passer de la culture à l'agriculture en passant par l'économie. Et je suis en mode... Non, parce que l'ENA, tu fais des gestionnaires. L'ENA, ils apprennent pas l'économie. Oui, mais pour moi, tu peux pas, par exemple, être ministre. Tu peux pas être gestionnaire en étant ministre, tu vois. C'est pas le même métier. Ça demande des compétences de gestion, mais ce n'est pas ta principale qualité. Oui, mais tu t'entoures. C'est comme ça que notre société s'est fondée. Mais tous les mecs, ils viennent aussi de l'ENA aujourd'hui. Non. Tous les ils ont des conseillers quand même. Ils ont des... je suis d'accord. Beaucoup. Puis les conseillers extérieurs, je suis désolé, c'est pour faire affaire avec KPMG et Mackenzie, plutôt crevé, quoi. Dans mais ça, si c'est le développement. Voilà. Et ça, je pense que c'est le nouveau cancer de notre truc. Le problème, c'est quand tu avais des José Bové autour de toi. Oui. Quand tu avais des gens, des Nicolas Hulot. Tu peux comprendre, te dire, c'est pas forcément quelqu'un qui a les deux pieds dans le plat, mais à la limite, il connaît le sujet. Il le potasse. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des gens qui sont des carriéristes politiques. Mais c'est pour ça que je pense que le Québec va moins mal. Parce qu'il y a encore un énorme réseau communautaire dans tous les domaines. C'est-à-dire ce qu'on appelle le communautaire, c'est la présence d'ONG, de gens qui se spécialisent. Genre, je veux parler pour les Québécois, mais genre Équiterre. Genre, tous ces trucs-là. Bon, enfin, leur poids politique, pardon, mais... Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça crée tout le temps, en permanence, de l'opposition qui est capable d'aller en commission avec des cahiers, avec de la science et de dire non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais bon, t'as regardé les commissions comme moi, hein. On les laisse parler. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que... Mais je dis pas que ça va... Je dis pourquoi c'est moins pire. Hein. C'était ça la phrase. Oui. Mais en France aussi, on fait les commissions. Oui, la commission des lois, ils font venir notamment aussi. Tu peux pas y aller, mais tu peux être convoqué pour y aller. Mais je sais pas. Mais moi, je trouve que tout ça pour faire faire la boucle, je pense que les États-Unis aussi, pourquoi on se passionne autant pour ces élections, c'est qu'elles cristallisent un peu cette question-là, qui est de se dire, est-ce que la démocratie, c'est le meilleur système qu'on a finalement ? Ou est-ce que la manière dont il fonctionne, c'est le meilleur système qu'on a ? Parce qu'avoir des gens comme Trump qui, factuellement et fondamentalement, ont tort. Genre, il n'y a pas une réalité où ça s'est produit. C'est ça, on n'a pas parlé de l'environnement, c'était le 4e pilier, mais je veux dire, il a faux sur toute la ligne. Il n'est pas capable même d'amener ne serait-ce que le début d'un exemple réel avec lui on stage, tu vois. Et quelqu'un qui te dit, moi pendant le débat, on n'a pas non plus trop parlé du débat, mais il te dit I have a concept of a plan. Le mec a le concept d'un plan. Pour moi, c'est la vanne dans The Office. Non, les Gardiens de la Galaxie. Ah oui. Quand il lui dit j'ai un plan et que Rocket lui dit vraiment, il dit ok, j'ai le début d'un plan. Genre, je suis en mode c'est une vanne, tu vois. Le candidat en lice aux États-Unis ne peut pas te dire pour la santé j'ai le début d'un plan parce que c'était la question sur Medicare. Mais de toute façon, aux États-Unis, est-ce que tu as entendu parler de politique ? Non. En France, on va te détailler au centime près ton programme. Jamais il va se respecter. Oui. Mais on va te dire, je veux ça là-dedans, je veux ci, je veux X moins de fonctionnaires, je veux ça, je veux ci, je veux ça. Et on va se battre sur comment on fait les choses. Aux États-Unis, ils se battent même pas sur ça. Mais elle est idiote. She's a low IQ.
person. She didn't even pass the bar. Donc elle a un faible QI, elle a même pas passé le barreau. Et elle va dire c'est un, et là c'est vrai pour le coup, c'est un criminel. C'est un XY. Mais c'est quoi les gars votre plan jour 1? Ouais, qu'est-ce que vous faites? Non mais c'est ça. Et pas on renvoie tous les illegal aliens. Genre vraiment on fait quoi? Genre c'est quoi le build que tu passes? Bah, c'était ça le grand problème de Zemmour, tu vois, et pourquoi il s'est pris une barre, c'est parce que finalement il avait pas de plan à proprement parler, tu vois, il était arrivé, on va renvoyer tous les mecs chez eux. Avec quel argent? Avec quel avion? Avec quel comment on s'organise? Explique-moi comment ça. Et c'est là où effectivement aussi au Québec ils sont quand même un peu moins prétentieux, c'est-à-dire que quand tu veux prétendre à la politique, tu veux tout casser, comme par exemple faire voter l'indépendance, tu es obligé de présenter le budget de l'an 1. Day one, premier jour, qu'est-ce que tu fais au niveau économie? Qui est très mauvais en termes de subjectivité. Ah non, mais ça, il n'y a pas de... C'est pas par rapport à ça. Tu es obligé d'arriver à la population avant le vote, de dire c'est comme ça que ça va se passer et on va voter sur ça. La méthodologie est meilleure. Voilà. Et en vrai, je pense que Trump cristallise ça. Et moi, ce qui m'a atterré, c'est pendant le débat, qu'on soit contre Kamala, je ne pense pas que ça sera la meilleure présidente si elle est élue. Je ne pense pas qu'on est face à un cadre exceptionnel. Je pense qu'elle va faire middle et qu'elle sera inexistante au possible, probablement, et qu'elle va se confondre dans l'establishment. Beaucoup, sauf si elle arrive à pull up des dingueries du style vraiment à négocier une paix incroyable en Russie, ce que je doute, et à dénucléariser la Corée du Nord, ce que je doute aussi. Mais je trouve que il disait un truc qui était lunaire et il l'insultait à moitié. Elle répondait par des faits, et des faits assez imprenables. Ouais, quand même. Du style, il disait, elle va ban le fracking, donc elle va enlever la fracturation hydraulique et vous allez perdre vos emplois. Elle disait, j'ai signé des loi numéro machin, où j'autorise la fracturation hydraulique. Je n'enlèverai pas ce droit-là. She's lying. Je suis en mode, mais comment tu peux te dire que ce mec-là a raison? Je veux dire, il y a un truc où il y a un fait, hein, c'est quantifiable, mesurable. Les gens ont Google, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas ça il y a 1000 ans. Il y a 100 ans, il y a 50 ans, ils n'avaient pas ça. Et là, le dernier sondage que je suis allé voir avant le podcast, c'est alors 38 machin là, l'autre grand truc de sondage, il donne en avance Kamala de 2 points, mais au global, ouais, on est sur du 48-46. Et The New York Times qui compile énormément de données là, on est sur du 49-48. Et il y a des virgules aussi, donc on est à 49 moins d'un pour Kamala. Ouais. Mais c'est à ce stade-là, ce n'est rien. C'est même pas, ils sont à égalité et peut-être même aller un peu en arrière. Genre, ce que je veux dire, c'est que elle est pas donnée. Avec la marge d'erreur, de toute façon. Voilà. Et donc, je suis en mode, comment les gens peuvent se dire que Trump c'est ça? Et justement, parce que il apporte des solutions simples à des problèmes très compliqués. Et pour moi, il a un projet de société qui est très simple, qui est le truc que je te redisais en off aussi. Pourquoi l'indépendance au Québec revient? Parce que c'est une solution très simple à un problème très compliqué. Make America Great Again, ça résout tous nos problèmes. Mais vraiment, tous nos problèmes sont réglés. Peu importe le problème, c'est ça. Et c'est dur de s'y opposer. Pourquoi tu voudrais pas Make America Great Again? Bah oui. Pourquoi tu voudrais pas ça? Ils ont repris l'argument de l'extrême gauche qui est si t'es pas avec nous, t'es contre nous. Ah oui, totalement. Et j'avais vu un drapeau aussi récemment d'un électeur américain qui disait Save America Again. Ouais. Tu vois, ils ont même. En plus, marketingment parlant, c'est un super bon slogan. C'est génial. On se ment pas, c'est un super bon slogan. Et je pense que c'est pour ça que partout en Europe, partout, l'extrême droite remonte. Non. Les projets de société bancales avec des solutions simples à des problèmes très compliqués remontent. C'est pas pareil. Parce que le gars argentin, là, ouais. Il est pas vraiment de droite, il est pas vraiment de gauche, il est juste complètement allumé. Il est ultra libéral, tu vois, ils ont donné un autre nom pour pas le qualifier. Ça, mais ça encore une fois, c'est moi quand il t'explique l'économie. On a plus d'argent, bon on imprime. Ouais, voilà. On imprime, on donne de l'argent à tout le monde. Qu'est-ce qui va se passer? Nos taux d'intérêt vont s'effondrer, on payera pas. Mais voilà, problème simple, qu'est-ce que vous allez faire? Mais encore une fois, ceux qui appellent des gens comme ça, c'est des journalistes qui ont une formation de journaliste. C'est pas des économistes, les gars, c'est encore moins des politicologues. Ils veulent vendre du papier. Ah oui. C'est leur putain de métier. C'est la seule chose. Et c'est la seule chose qui est évaluée en bien ou mauvais. Est-ce que tu es un bon ou mauvais journaliste? C'est ce que tu as vendu ou pas vendu. Et généralement, quand tu as... En respectant un code d'éthique. Ce que je te rejoins, c'est que le prix Pulitzer, c'est Pulitzer pour leur journalisme, il est quand même relié
pas à la vente d'articles, mais à la quantité à laquelle point tu vas faire parler aussi de ton truc, dans le sens à quel point c'est un scoop, au vrai sens du truc, tu vois. Et par exemple, le seul qui me vient là, c'est effectivement le gars qui avait fait le Watergate, tu vois, dans l'absolu, c'est la puissance du scoop qu'il a, et ça a vendu énormément, tu vois. Mais oui, de toute façon. C'est pour ça que le journalisme d'investigation, c'est le cœur même du journalisme. Mais c'est obligé de tout comprendre. Mais c'est surtout que. T'es obligé de pousser le truc loin pour comprendre. Et j'ai quand même un grand respect pour Mediapart, Élise Lucet, des choses comme ça. Moi, en fait, je le dis toujours, je préférerais me battre contre des gens que je ne suis pas d'accord, voilà, exactement. dont je respecte profondément comment ils amènent cette idée-là, plutôt. En fait, je préfère ne pas être d'accord avec Mediapart qu'avec Le Figaro. Ah, mais totalement. Voilà, et je suis pas forcément de. Voilà, et je pourrais. Puis notre désaccord sera beaucoup plus riche. Oui. Parce que si tu es pas d'accord, mais qu'on arrive à en débattre pendant 2 heures, c'est que tous les deux, on a réussi à pousser un truc. On a créé quelque chose de notre débat et de notre désaccord. Si on n'est pas d'accord parce que tu m'as insulté, parce que tu as sorti la petite ligne, le petit truc, il aurait dit ça, on sait pas trop, peut-être il a dit ça, peut-être il a pas dit ça, mais on a des sources, mais on veut pas dire lesquelles. Ouais, en fait, tu me relayes des trucs que tu as entendus, c'est du hearsay, c'est du... Non, et le truc, c'est que Kamala, elle n'est pas trop rentrée dans le jeu quand même de ça. Elle a essayé de se détacher, mais je pense que le message n'a pas d'impact. Ouais. Parce que, et en plus, Kamala, elle a cet énorme problème face à elle qui est extrêmement dur, qu'on parlera plus tard quand on expliquera peut-être sa défaite si elle perd, qui est de dire que quand tu es vice-président d'un président sortant, c'est extrêmement dur de se faire élire. À part serrer des mains, aller à des enterrements, de toute façon, tu fais pas grand-chose quand tu es si je dis pas de bêtises, le vice-président de Reagan, qui était quand même un des climax de la politique, c'était George Bush fils. Non, c'était pas fils. Non, attends, c'était qui? C'était Non, le vice-président de Nixon, il me semble que c'était George Bush père. Et il a perdu bien comme il faut. Et après, il a quand même réussi à se faire élire. C'est que souvent, quand tu regardes les vice-présidents qui ont été élus, généralement, ils se font pas élire tout de suite après. Parce que en fait, tu dois défendre un bilan. Tu dois défendre un bilan qui n'est pas le tien. Parce qu'on oublie aussi que le vice-président, t'es un paillasson. Enfin, t'as pas beaucoup de pouvoir. Et ensuite, tu dois expliquer en quoi tu vas faire différent. Mais en quoi ce que le mec qui a fait avant, c'est pas si mauvais. Là où Macron a réussi, par contre. Oui, parce que Macron, il s'est barré bien avant que le bateau coule. C'est là où, enfin, le bateau coule, j'abuse, mais bien avant qu'il s'est barré 1 an et demi, un an avant. Et donc, la situation a largement le temps de se dégrader. Il a largement le temps de dire « Ah, mais moi, c'est pas mon problème, ça. » Parce que moi, quand j'y étais, et c'est faire. C'était pas comme ça. Donc, non. Et surtout, le candidat sortant, il a eu un bilan mitigé. Parce que, malgré tout, tu sais, il y a quand même eu les attentats. Moi, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer à quel point ça a un peu sauvé le mandat d'Hollande, entre guillemets, pour lui apporter énormément d'empathie. Et de toute façon, Macron paraissait déconnecté de ce gouvernement en général aussi. Ouais, il faisait l'OVNI par rapport au reste du gouvernement. Il était jeune, il sortait d'une banque, tu fais... C'est pas lui le même gars qui disait je vais m'élever contre le monde de la finance là? Comment ça, ton ministre de l'économie, c'est le pur produit de la finance? Explique-moi le... Non mais il est pas pareil. Ah oui, très bien. Commission Attali. Bon, bof. Légèrement différent. Non mais totalement, mais juste pour finir l'aspect médiatique, je pense que c'est pour ça aussi qu'on a une machine des réseaux sociaux. Ils ont eux-mêmes créé leur propre Doom. Tu vois ce que je veux dire? Où aujourd'hui... Et c'est l'un des engrais de Trump qui dit que voilà, pourquoi vous feriez confiance aux news quand elles sont toutes contre moi? Oui, elles sont toutes contre toi. Mais au final, on ne parle que de lui. Kamala, on ne parle d'elle que elle est là. Mais Trump, il a rempli Madison Square Garden, il a fait parler de lui, il a eu des mauvais propos, il a eu ceci, il a eu cela. C'est plus petit que le Centre Bell. Ah oui. C'est 20 000 personnes. 20 000 personnes à l'échelle de la campagne, de l'argent qu'ils ont, ils peuvent les payer tous. Hein. Je dis pas que c'est le cas, tu vois. Bien sûr. Et New York, c'est ultra démocrate, mais ce n'est pas compliqué de remplir le Madison Square Garden. Qui était plus compliqué, à mon avis, c'était que le Madison Square Garden accepte que Trump soit présent là. Mais ces 20 000 personnes, ce n'est pas une grande salle du tout en termes de salle, surtout quand ils font des stades, comme ils font des stades aux États-Unis, de 80-70 000 personnes. Ce n'est pas très grand. C'est juste que c'est iconique, ça c'est vrai. Je ne remets pas du tout en cause ça, mais c'est pas une grande salle. Et c'est là où, tu vois, même, ils ont beau critiquer Trump. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tu dis
Trump est une mauvaise personne et Trump est une mauvaise personne, t'as 2 mentions de Trump. Tu vois ce que je veux dire? Là aussi, tu as que un article qui dit Kamala est une bonne personne versus Trump est une mauvaise. Mais le problème, c'est que ça fait 1-1. Mais sans Et compter c'est aussi bête que ça. Ça, on l'a pas trop parlé, mais parce qu'on n'a pas de chiffres et je pense qu'un jour, ça sortira plus tard. Et ça commence déjà un peu à sortir. Tous les bots ultra... Mais pas que de Trump. Hein. Je pense que le Parti républicain, tu vas sous les publications de Kamala Harris, c'est fantastique. Puis même sans les bots. Même les gens qui sont derrière des ordis, payés ça... à avoir des faux comptes. Oui, mais voilà, c'est cette capacité de nuisance que tu peux avoir de vraiment te faire passer pour une bonne personne parce que... Et moi, souvent, je vais sur les profils des gens. Quand c'est sur Facebook, par exemple, parce que je suis vieux, j'y vais encore, mais même sur Instagram, je vais voir le profil des gens. Et je n'arrive quasiment plus à faire la différence. Avant, j'arrivais à faire la différence entre un bot et des trucs parce que ça se voit, le compte était vide, il likait pas beaucoup de trucs, la photo, elle était pas une vraie photo, tu vois. Maintenant, j'ai vraiment du mal à me dire est-ce que c'est un bot ou pas, ou est-ce que c'est juste un vieux qui sait plus servir des réseaux sociaux. T'avais Zemmour ou t'avais des comptes qui tweetaient toutes les 1,8 secondes des tweets de 180 et plus caractères. Ouais. Et où ça avait été révélé que donc c'était de la fraude même des règles de Twitter. Ouais, mais c'est trop tard rendu là. C'est-à-dire que quand toi t'as l'info et t'as vu le nombre de gens qui le soutenaient avant que t'aies l'info là, c'est terminé, tu vois. Mais donc pour toi, peut-être pour terminer, Trump gagne. Pronostic que je n'espère pas. Et c'est un peu le pronostic facile parce que si jamais il perd, t'as gagné. Si jamais il gagne, t'as gagné. Ouais. Mais ouais, pour moi. Je vais faire un pronostic encore plus bancal, tu vois. Pour moi, Trump gagne. Fraude certaine des 2 camps. Parce que je vois pas pourquoi il s'en priverait. Je pense qu'il y en a toujours de la fraude. Voilà. Ça date depuis toujours. Mais ouais. Trump par maigre, mais Trump. Et puis avoir le dénouement de tout ça. Et ça me ferait pas plaisir. Parce que je suis pro Kamala. Parce que je suis pro vie, pro-environnement, pro... Mais il gagne le vote populaire ou juste les grands électeurs? Les deux. Les deux? Ouais. Ok. Je pense qu'il a le pouvoir de faire ça. Je pense qu'il s'est fait tirer dessus. Ça l'a aidé énormément. Je suis d'accord que dans les stats, ça l'aide pas, mais... on n'a pas vu de transformation réelle. Mais moi, je vois les gens. Je pense qu'il y a Je connais pas les Américains, mais je vois ce qui résonne derrière tout ça et il y a un glas international. J'espère que ça va résister à tout ça. J'espère que Poilievre connaîtra pas l'ascension qu'il a aujourd'hui. J'espère que Le Pen, Zemmour, Bardella auront un frein, peut-être même antidémocratique, un frein institutionnel, un frein d'école blanc, un frein de la média machine, un frein du deep state. Je pense pas de la part des médias. Mais populairement, je pense qu'on va avoir comme tu disais, ça va être exacerbé qu'on va devoir réformer notre démocratie d'une manière ou d'une autre. Pas l'enlever, hein. Non, mais la réformer. Mais comme on l'a réformé quand on a changé la 4ème République, on l'a réformé parce que la classe politique était plus étanche. Voilà. Alors le problème, c'est que la France, je sais pas si c'est parce qu'elle a construit son histoire comme ça ou si c'est parce que c'est vrai ou un peu des deux, elle tient beaucoup à ses hommes providentiels. Ouais. C'est-à-dire qu'on a réduit la Révolution à un gars, on a réduit tout l'Empire à un gars qui... Bon, je n'enlève rien le génie de Napoléon, mais il n'était pas tout seul. Non, c'est ça. On a réduit toute la Seconde Guerre mondiale et les Trente Glorieuses à un gars aussi. Je suis en mode pareil, je veux dire, il n'était pas tout seul. Alors on a quand même mis des figures de l'avant, Jean Moulin, tu vois, des grands résistants, etc. Mais ça reste quand même De Gaulle. Même là, on prend la résistance française, on a Jean Moulin, quoi, c'est tout. J'ai sorti une vidéo là récemment, tu sais, je l'ai mis sur la miniature De Gaulle et tout, etc. Et les commentaires, c'est que des gens qui t'expliquent que De Gaulle, c'est le dernier grand président. Je suis en mode, vous vous rendez compte que quand même De Gaulle a fini dans une lâcheté assez incroyable quand même, son mandat politique. Ça, on n'en parle jamais parce que c'est une stature qu'on veut pas toucher, je comprends. Mais mai 68, c'était contre De Gaulle. Puis l'abandon de l'Algérie et des pieds noirs. Ça, et aussi le fait qu'il démissionne et il se barre en Irlande. Il vote par procuration. Il ne revient même pas voter. Alors il dit qu'il veut pas être dans sa succession, donc oui, tu peux comprendre qu'il veut pas influencer le truc. Mais tu peux rester dans ta ville quand même. Pourquoi tu retournes en Angleterre? T'es en combat, t'es résistant. Et je pense que ça l'a traumatisé, parce que aussi, je pense qu'il était très malade et très vieux, parce qu'il devait avoir des infos qu'on n'a pas, parce qu'il est mort 9 mois après. Globalement, soit, il devait être, évidemment, mais j'arrive pas à ça, mais je suis en mode, tu vois, même là, De Gaulle, on le met en stature, et c'est un très grand homme qu'on doit étudier, qu'on doit considérer dans l'histoire française à sa juste valeur.
Mais il y a aussi ça, le fait de pas trop être capable de... Tu vois, quand on disait tout est bon, tout est mauvais. De Gaulle est forcément très bon. Non, il a fait des conneries. Et il a fait des choses très bien. Napoléon a fait des conneries, il a fait des choses très bien. Après, voilà... comment il s'appelle, Robespierre, il a fait plus de conneries à mon avis que de choses très bien. Mais voilà, c'est juste ça. Et le problème de la France, c'est que j'ai l'impression qu'elle réside un peu sur les hommes providentiels. Et j'ai l'impression qu'on va l'attendre. Et j'ai l'impression que si c'est Bardella l'homme providentiel, pardon, c'est pas ouf. Et tu vois, là où aux États-Unis, ils ont moins l'homme providentiel. C'est ça, je te retourne la question selon toi, du coup. Est-ce que ce serait une femme providentielle, peut-être? Non, mais ils ont moins la théorie de l'homme providentiel. Parce que la révolution américaine, il n'y a pas un mec qui l'a amené. Oui, t'as Lincoln parce qu'il a été martyr. Mais les gens, ils connaissent quand même assez bien. T'as pas Washington, quand même? Oui, non, mais c'est ça, t'as tous les autres. T'as Washington. À l'époque, pour la Révolution, t'avais Washington, Benjamin Franklin, Madison, qui a écrit la Constitution. Tu vois, déjà, le gars qui a écrit la Constitution et le mec qui a été président, c'était pas la même personne. Déjà, ça fait 2 personnes à retenir. Ouais, mais sur le $1 bill, t'as qu'une seule personne. Oui, c'est Washington. Mais après, le $5, t'as Lincoln, je crois, ou c'est le $20. Ils ont plusieurs grandes figures, parce que leur histoire est jeune aussi, et je pense que c'est pour ça qu'ils s'en souviennent aussi bien aussi. Mais c'est ça. Et moi, si je dois prendre un pronostic, moi, je pense que c'est Kamala qui gagnera. En tout cas, assurément le vote populaire. Assurément, j'ai beaucoup de confiance, mais je suis pas sûr. Mais je pense qu'elle va gagner le vote populaire. Parce que en fait, les républicains n'ont gagné qu'une fois depuis 1990 par le vote populaire. Sinon, ils ont toujours perdu le vote populaire. Et c'était Bush en 2004, je crois, pour sa réélection. Donc, parce que face à Al Gore, il avait perdu. Face à Obama, bien sûr qu'Obama a gagné largement les 2 fois. Trump a perdu la première fois avec 3 millions de voix. Il a perdu la deuxième fois avec 7 millions d'écart, encore plus. Et voilà, je crois que le dernier, je me demande si c'est pas Reagan ou le gars... je crois que c'est Reagan, après c'est Clinton, je crois. Je suis pas sûr. Mais voilà, donc c'est quand même... c'est plus dur à aller chercher pour les républicains, le vote populaire. Ouais, voilà, donc c'est pour ça que je me mouille pas trop, mais je pense... Parce que Trump a toujours divisé, même dans son propre camp, donc il n'arrive pas à faire l'unanimité, tu vois. Et quand des mecs comme John McCain n'arrivent pas à faire l'unanimité, tu te dis, bon, Trump, il va avoir du mal. Par contre, je ne peux pas avoir d'avis réel sur qui va l'emporter, parce que vraiment, sans déconner, c'est trop serré. Ouais. Genre, tu regardes tous les stats, tous les trucs, je les ai regardés avant, c'est impossible de dire qui va l'emporter. Ça va se jouer à rien du tout. Par contre, ce que je peux dire, c'est que je pense que si Trump gagne, il n'y aura personne pour son allocution, là, pour son investiture. Ouais. Et je pense qu'il va... Je ne vois pas les démocrates prendre la rue, en tout cas. Non. Ou alors, ils sont trop occupés à manger du soja. Le plus grand mouvement depuis les manifestations contre le Vietnam, qui étaient les dernières grandes. Hein. Je ne reviens pas toujours à ça parce que c'est ma lubie, mais parce que c'est la dernière fois qu'on a vu des millions de gens dans la rue. Ou un mouvement très pacifique. Une marche. Oui, mais le mouvement contre le Vietnam, c'était pacifique. Hein, oui, non, mais dans le sens... Mais c'est ça. Un gros mouvement de marche. Soit, par contre, si c'est Trump qui gagne, si c'est Kamala qui gagne, à partir de là, et je le dis pas souvent, parce que souvent, je tempère toujours tous les trucs et tout, je pense qu'on n'aura pas de guerre civile, parce que je pense pas que les Américains sont prêts à faire une guerre civile pour ça. Quoique, je sais pas. Mais je pense que par contre, on aura des vrais affrontements. On aura des vrais affrontements, je pense, violents, avec des morts et tout. Je pense que ça fera pâlir le 6 janvier, globalement. Parce que la base de Trump, elle est ultra galvanisée. Et je dis pas que les gens de Trump sont plus violents que ceux de Kamala. Je dis juste qu'elle est plus galvanisée. Et surtout, ils peuvent aller plus loin. La petite cerise sur le gâteau, c'est qu'ils sont tous armés, les gens là-bas. Et ça va, les mecs ont des armes automatiques, quoi. Moi, j'ai jamais tiré avec une arme automatique, mais voilà, ça va très vite, quoi. De tuer quelqu'un, même sans faire exprès, ça va aller très vite. Et je pense que le feu aux poudres va arriver très rapidement, tu vois. Et même des États comme le Texas, qui était déjà à frôler déjà des affrontements violents il y a quelques mois de ça, ça va pouvoir en rajouter une couche, tu vois. Il y a plein d'éléments où tu te dis, ah, ça va pouvoir faire ça. Et je me dis, je pense que... En fait, ce que j'ai peur, c'est qu'ils prennent au pied de la lettre le 2e amendement et qu'ils s'organisent littéralement en tant que faction. Et comme tu l'as vu sur... Et c'est là où je me dis que 4chan, Reddit, c'est là où ils entrent en lice. C'est là où je me dis qu'ils ont déjà les moyens de communication pour le faire. Ils ont la capacité de le faire, ils ont l'armement pour le faire. Et maintenant, ils auront la détermination pour le faire.
Mon seul truc où je me dis peut-être pas, Le casus belli. le peut-être pas, c'est que j'ai pas l'impression que Trump va endosser le rôle du Che et il va endosser le rôle de vas-y, on va tout brûler, je vais prendre le pouvoir par la force. Parce que le 6 janvier, il s'est bien chié dessus, malgré tout. Dans le sens, il s'est pas chié dessus, mais bon, il est pas allé au bout du truc. Et il a toujours démenti, il est toujours revenu en arrière et tout. Enfin, sans jamais dire que c'était sa faute. Il a pas approuvé le truc, tu vois. Et comme dirait De Gaulle... Enfin, il dit toujours qu'il a pas perdu. Hein. Oui, mais il approuve pas non plus de fou le mouvement, etc. Et comme disait De Gaulle, je sais plus quel âge il avait quand il a dit ça, mais est-ce qu'à 72 ans, est-ce qu'à 74 ans, je vais commencer une carrière de dictateur? Et tu vois, Trump, il a conscience de sa mortalité aussi, je pense, de plein de choses. Et je suis pas sûr qu'il va vouloir faire ça. Alors après, est-ce que Vance prendra le rôle? Tu vois, est-ce qu'ils auront un leader capable de mener le truc? J'en vois pas. Pour l'instant, j'en vois pas. Mais les leaders, ça peut se créer très vite dans le cadre de révolution. Mais c'est pour ça que les Gilets jaunes, pour moi, ça ne menait à rien. Parce qu'il n'y avait pas de leader défini. Il n'y a personne qui s'est dit, OK, on va casser sur la table et c'est avec moi qu'il faut y aller. Francis Lalanne. Je crois que t'étais premier degré. Et tu vois, c'est toutes les révoltes qu'on a eues récemment, il n'y a pas de mec ou de femme qui s'est dit, ça va être moi. Tu vois, et bon an, mal an, pas de bol qui a pris le rôle qu'il faut au rôle, tu vois. Et t'en as des grandes gueules, tu vois, pendant la Révolution, tu peux avoir des grandes gueules de tout ce que tu veux, mais il faut des gens à la fin qui prennent la responsabilité du mouvement. Le quoi qu'il en coûte, littéralement. Et je pense pas que Trump a la volonté ou la détermination de le faire. Est-ce que quelqu'un d'autre le fera? Je ne pense pas, parce que le parti républicain ne veut pas de ça, ne veut pas de révolution, c'est contre leur intérêt. Donc, mais on aura peut-être des affrontements, on verra. Mais c'est ça. Je pense qu'on en a pas mal on a pas mal de pain sur la planche pour le débrief du poste. Ouais, bah on verra. De l'élection. Si Trump il gagne et qu'il se passe rien, en vrai, on va pas faire un grand débrief. On fera un débrief des 100 jours. On pourra parler de Kamala notamment. Mais et voilà. puis ton plan. Parce que voilà, parce que tu vois, même Black Lives Matter et tout, quand on voit les mouvements qu'il y a eu aux États-Unis récemment, ils sont descendus dans la rue et tout, mais c'était pas, tu vois, c'est comme Naël, c'est comme ils descendent dans la rue, mais tu renverses pas un État avec ça, quoi. Ça en prend plus quand même, et je pense pas que les démocrates sont prêts à renverser l'État. Et les républicains, certains oui, mais voilà, le truc du leader. Mais donc voilà. C'était des bières et débats pour un podcast très long. On a fait un très long, 1h40 de pur bonheur. J'espère que vous êtes contents, mais on a beaucoup dérivé. Si vous êtes encore là, bravo à vous. N'oubliez pas de vous abonner. N'hésitez pas à interagir avec ce contenu. On le mentionne pas assez, mais on prend vos commentaires vraiment à cœur. Et vraiment, n'hésitez pas à laisser votre avis. Si vous êtes sur Spotify, il y a toujours la fonction avec les étoiles. Il y a aussi une fonction commentaires. Maintenant, ils ont rajouté commentaires. Et n'hésitez pas également à nous suivre sur Instagram. On a un profil qu'il faut qu'on réactive un petit peu, mais c'est vrai qu'on a du matériel et puis ça peut vous permettre aussi de vous exprimer. Parce qu'il y a pas mal de choses qu'on peut dire qui peuvent vous interpeller, qui peuvent vous questionner, où vous pouvez aussi vous exprimer. Et je pense que là-dessus, les réseaux sociaux peuvent donner une voix à des gens qui ne veulent pas forcément s'afficher. Et ça peut être bénéfique. Alors, restez dans la bienveillance, évidemment, l'ouverture d'esprit et l'intelligence constructive. Mais n'hésitez pas à vous exprimer tout en restant dans le respect. Je pense que ça peut être bénéfique pour tout le monde. N'oubliez jamais que c'est parce qu'on explique quelque chose, ça ne veut pas dire qu'on le soutient. Hein, il y a une différence. Surtout quand, comme moi, on relève beaucoup d'aspects de Trump. Robert Paxton, qu'on met souvent de l'avant en France pour avoir expliqué la France de Vichy, vous croyez qu'il soutenait les RAF? Pas sûr de ça. Et donc, c'est. Voilà. Son intérêt. En fait, nous, le but de notre podcast, c'est qu'on essaie d'avoir une approche détendue mais scientifique de la politique. Et qu'on trouve qu'on l'a créée parce que ça n'existe plus. Enfin, il y en a très peu des voix comme ça. Et on trouve que ça manque beaucoup des gens qui sont détentes mais qui ont un débat. Enfin, qui expliquent un peu ce genre de choses. Donc voilà, donc c'est un peu ça notre mission. On est prêt à se recevoir des sauts de merde, mais on vous bannera tous au pire des trucs. Et peut-être petite recommandation, allez voir la vidéo de Nota Bene sur pourquoi l'élection américaine pose problème. Il explique super bien comment tout le système américain est composé en termes de vote. Pourquoi les Noirs n'ont pas eu le droit de vote, comment ils ont fait pencher la balance, pourquoi il y a le système des grands électeurs, comment ça fonctionne, et pourquoi aujourd'hui il atteint certaines de ses limites dans un système bipartisan. Et c'est très bien expliqué, très bien sourcé, ça dure 12 minutes et vous aurez tout compris. Donc voilà, je vous recommande grandement ça. Je l'adore. Moi aussi, j'aime beaucoup parce que il arrive à parler de politique. Je le suis pas sur les réseaux sociaux. Moi, je regarde que ses vidéos.
Et donc, dans ses vidéos, il est quand même assez pondéré et sourcé, donc c'est toujours intéressant. Donc voilà, on se dit à la semaine prochaine, portez-vous bien. Là, on va encore faire un épisode encore, et puis après, on prendra une petite pause de 2 semaines, parce que donc c'est ça. voilà, Je retourne au pays. Il y a des petites vacances qui s'enlignent, mais donc voilà, portez-vous bien, abonnez-vous, et puis on se dit à très vite. Bye. Ciao. Faites attention.